Jeff Fillion. OK, bon lundi, bon début de semaine. Regarde, on fait ça un peu de manière différente. Souvent, on fait une ouverture sur un sujet, mais là, on était dans les radios Pirate News qui sont diffusées habituellement pour nos... je dis diffusées, qui sont faites pour nos clients, nos amis pirates, qui sont membres de Radio Pirate. Donc, on fait toujours une petite heure, 1h15, des fois 1h30 de tous les sujets qui ont été apportés dans les 24 dernières heures. Dans ce cas-ci, c'est le week-end. Eh bien, là, on avait du stock. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un genre de 20, 22, 23 minutes de ce bout-là des radios Pirate News. On vous le donne. C'est un sujet qui est assez universel. C'est ce qui s'est passé avec Donald Trump et également Zelensky ce week-end. Donc, ça faisait partie des radios Pirate News. On a également, après, on a Maxime Bernier avec nous autres. On a Éric Duhem et on a une boîte avec Jerry. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Voici les radios Pirate News avec Jeff. Ah oui, en plein cœur des radios Pirate News. On a jasé de pas mal de choses aujourd'hui. On fait entendre beaucoup de choses pour les membres de Radio Pirate. Mais on a pris un petit 20 minutes à l'intérieur des radios Pirate News d'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire autrement avec tout ce qui s'est passé en fin de semaine avec Zelensky. Donc, on y va. Faut parler de ce qui s'est passé quand même en fin de semaine. Je veux juste vous mettre le contexte, comment ça s'est passé dans ma tête quand c'est arrivé. OK, premièrement, vous m'avez entendu, j'ai fait le bout vendredi, on a fait toutes nos affaires, on vous a déposé ça, puis un peu plus tard est arrivé ce qui est arrivé. Puis, je vous cache pas que avec ce qui est arrivé pendant quelques minutes, j'ai pensé peut-être faire un genre de petit podcast d'une demi-heure pour faire le tour de tout ça. Et je vais vous avouer que je suis très content de ne pas l'avoir fait parce que c'est la preuve souvent que les choses sont différentes avec quelques heures de recul. Je vous mets dans le bain comment ça s'est passé quand j'ai vu. D'abord, j'étais dans un magasin avec ma blonde. Et il y avait des TV d'ouvertes, dont une TV qui était sur Fox. OK? Et j'ai dit à ma blonde, parce qu'on n'avait pas le son, j'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça brasse en crisse. Parce que je voyais le fond de la tête de Trump. Un non-verbal. Je voyais la couleur du fond de tête de Trump, rouge. OK? J'ai dit là, ça. Et je voyais aussi ses gestes. Ouais. Puis je me suis dit, là, c'est pas... Là, je voyais l'autre un peu, mais j'avais pas de son, là. Donc, finalement, on finit par arriver chez nous. J'écoute le fameux 10 minutes avec le départ où Vance a commencé à remettre à sa place Zelensky. Et je vais vous avouer que j'ai eu un malaise pendant quelques secondes quand j'ai écouté les premières minutes de cet échange-là qui ont duré à peu près 10. Parce que le malaise que j'ai eu, c'est... J'aime pas qu'il y ait un genre d'avantage numérique. J'aimais pas ce bout-là. J'aimais pas le bout que sont comme 2 sur 1. Quoique que Trump était très passif. Trump était très passif longtemps, il faut le dire. Mais il y avait comme un 2 pour 1. Mais là, par après, j'ai bien vu qu'il y avait la même délégation ukrainienne sur l'autre divan, qu'il y avait lui, il y avait Vance, il y avait Rubio, il y avait Trump. Et sur l'autre divan qu'on ne voyait pas avec les caméras, il y avait aussi la même gang. Donc, il n'était pas seul. Je pense que même, il y avait une personne ukrainienne de plus. Donc, ça, en passant, ça l'a vite... Mais ce que je veux vous dire, c'est que le 10 minutes n'est pas rapport. Pour comprendre ce qui se passe, bien, c'est encore moins clair quand vous écoutez les nouvelles qui vous offrent des genres de 30 secondes. Les gens qui sont capables d'écouter doivent écouter le 50 minutes. Et parce que, voyez-vous, moi j'ai eu ma réaction, elle n'a pas duré longtemps ma réaction, mais j'ai comme eu une réaction qui n'a pas été, mais qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait vraiment. Donc, malgré le fait qu'on a énormément de moyens de s'informer, il faut toujours le mettre dans son contexte au complet. Et par après, quand j'ai écouté toute cette affaire-là, je suis arrivé à la conclusion que Zelensky avait couru après un peu. Il faut jamais oublier la main qui te nourrit. Il faut jamais oublier que si tu es là, puis
Puis si tu es capable de tenir encore debout face aux Russes, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour toi, là. OK? Ils se sont endettés, ils ont travaillé fort, ils ont envoyé l'argent, ils l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait à contre-cœur, il y en a qui n'avaient pas le goût du tout de le faire, mais comme société, ils ont décidé d'envoyer des centaines de milliards pour aider ta cause, là. Donc, premièrement, arrive habillé propre. OK? Première chose. Arrive propre. Oh, mais le gars est en guerre. Le gars est en guerre. Le gars, il n'est pas en guerre, là. Lui, il n'est pas en guerre. Lui, il s'habille de même parce qu'il joue à la guerre. Lui, il ne va pas à guerre, là. OK? Lui, il n'est pas à guerre. Lui, c'est le genre de vendeur de l'Ukraine pour venir chercher de l'argent. OK? Et lui, il est à la guerre parce que c'est la guerre qu'il veut. Lui, il veut pas de paix, il veut pas d'entente. Lui, il veut continuer à jouer à la guerre. Pourquoi il veut continuer à jouer à la guerre? Ben, vous le savez comme moi, on le dit depuis longtemps. C'est pour les mêmes raisons que c'était il y a 1 an, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. C'est pour le cash. C'est pour le cash. Donc, ils ont pas... Puis, beaucoup de monde, juste par haine de Trump, qui veulent que la guerre se poursuive et qui embarquent dans l'histoire de Zelensky. C'est un peu bizarre de comprendre comment ça se passe. Mais, donc, quand j'ai entendu tout ça, j'ai fait « Wow, OK, wow. » OK. Ça aurait-il été possible pour Zelensky d'arriver là, bien paraître, donc un bel habit, une belle cravate, s'asseoir, saluer tout le monde, remercier tout le monde, hocher de la tête, faire des beaux sourires, prendre des photos, signer les papiers et crisser son camp. Je veux dire, ça aurait été... C'est tellement simple. Puis je comprends, là, tu sais, je veux dire... Je comprends qu'il y a un problème, il y a un problème de langue dans cette histoire-là. Là. Ouais, moi, ça, c'est clair. Parce que moi, je ne savais pas que Zelensky était mauvais comme ça en anglais, là. Je l'ai vu surtout, j'essayais de comprendre tout ce qu'il disait dans toute la discussion. Il garochait des mots, il parlait par-dessus. Le gars, sérieusement, a pas ce qu'il faut pour être le boss d'un pays qui est en guerre contre la Russie, là. Moi, ça, c'est évident à mes yeux, là. Il est pas... Tu sais, il manque un bout, là. Il manque de prestance, il manque d'écoute, et il manque... je suis désolé, mais il manque la deuxième langue pour être capable de négocier avec tous ceux qui lui donnent de l'argent, là. Donc, je l'ai vu pendant l'entrevue à Fox, où il est allé s'excuser pour dire qu'il était désolé avec Bret Baier, qui était diffusé un peu plus tard dans la journée. Et là, j'ai réalisé que sur une question de Bret, il a carrément, il s'est tourné vers l'interprète pour que l'interprète lui traduise dans sa langue la question qui était, somme toute, assez basique, là. Ça m'a vraiment surpris. Qui n'a pas été capable de répondre à cette question-là sans voir la traduction de son traducteur. Donc, on a un problème de langue. Je dirais qu'on a un problème avec un gars qui a... C'est pas un gars, c'est un gars qui a pas de bonne manière. Je sais pas comment dire ça, là. Les gens du temps avaient des expressions qui étaient assez claires pour ça, là. C'est pas quelqu'un qui a des bonnes manières. Donc, bonne manière veut dire quoi? Veut dire, t'as déjà négocié, t'as déjà sur la table, tu sais très bien pourquoi t'es là. La beauté, c'est que il y a des choses qui se sont passées devant les caméras qu'habituellement, on voit derrière les portes closes. Et même si on est les gens qui paient, même si on est les gens, souvent même qui envoient des jeunes dans ce genre de conflit-là, puis qu'on n'a pas d'idée comment ça se passe à porte close, bien là, au moins, on avait l'idée comment ça se passait parce que les portes étaient ouvertes. Il y avait une délégation ukrainienne, il y avait des journalistes ukrainiens, il y avait des journalistes européens, il y avait des journalistes américains. Il y avait un paquet de monde dans cette place-là. Et sincèrement, si vous n'êtes pas capable de voir que Zelensky a complètement échappé là-dedans, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour vous autres, là. Il n'y a plus de discussion possible, là. OK? Il n'y a pas de discussion possible. Zelensky a couru après ce qui lui est arrivé, là. Et je vous dirais que dans les premières secondes que j'ai vu cette vidéo-là, c'était pas le feeling que j'avais. Mais rapidement, c'est clair. Et surtout quand on voit tout le cheminement de ça, où Zelensky a été, comme je le disais, il a manqué à un moment donné, il faut que tu te rappelles
qui finance? C'est ça. Faut que tu te rappelles pourquoi tu es là. On s'entend que les Américains sont pas là, les Européens sont pas là. La guerre est finie et perdue depuis longtemps. Là. Probablement que l'Ukraine n'existe plus. Là. Probablement que l'Ukraine, c'est la Russie. Là. Donc, au niveau diplomatique, tu dois... Peut-être que tu as des affaires, peut-être que tu n'aimes pas Trump, peut-être que tu n'aimes pas Vance, peut-être que tu n'aimes pas le haut fonctionnaire avec qui tu négocies, peut-être que tu n'aimes pas les termes, mais tu es un peu squeezé dans ta patente. Là. Tu sais que ça va finir, peut-être que ça finira pas exactement comme tu l'aurais pensé au début, mais ça doit finir, ça ne peut pas aller plus loin. Tu n'es plus capable de recruter, tu n'es plus capable d'avoir des hommes. La Russie est capable d'en avoir en allant chercher des gens du côté de la Corée du Nord, etc., etc. Donc, c'est sans fin pour un bord, mais toi, tu sais que tu as une fin de ton côté à toi. Faut que tu te rappelles de ta situation. Excusez-moi, sérieusement, c'était pathétique. Là. Et de voir le comportement de Justin Trudeau, de voir le comportement des Québécois en général, de voir le comportement de plein d'élus au Canada et au Québec, puis d'avoir choisi le côté de continuité de la guerre. Tous les commentateurs. Tout le monde est du côté de la guerre. Et là, on apprend depuis quelques heures que Justin Trudeau qui est allé s'allier avec l'Europe. Alors qu'on a notre propre problème ici avec les États-Unis d'Amérique, entre autres sur la négociation, parce que Trudeau s'en va dans quelques heures, là, en principe. Oui, c'est ça. Trudeau s'allie avec l'Europe, mais le Parlement est fermé ici. Là. Et le Parlement est fermé. Il n'y a pas eu de vote sur rien de ça. Là. Il n'y a eu aucun vote sur rien. C'est lui qui décide ça sur le coin de la table de même. Là. Donc là, Trudeau est en train de se mettre... on le voit, là. Trudeau nous fait tort. Trudeau nous fait excessivement mal avec notre allié numéro 1. Là. Trudeau a tourné le dos aux États-Unis d'Amérique et est même prêt à envoyer des bottes canadiennes à la guerre. Là. Ah oui. Trudeau, il est perdu. Là. Il est perdu. Le Canada aurait dû prendre en fin de semaine le côté de Trump, même si vous ne l'aimez pas. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, c'est pas un concours de popularité ou un concours d'amour, cette histoire-là. Là. Il faut toujours regarder la big picture, non pas pour le week-end présent, mais pour les 1000 prochains week-ends. Et des fois, même si c'est pas des choses que ça tente de faire, tu dois le faire. Au nom de la nation. Le futur du Canada, là, c'est pas l'Ukraine. Là. Le futur du Canada, ce n'est pas la Russie. Là. Le futur du Canada, ce n'est pas une alliance avec l'Europe. Là. On est physiquement voisins. On est dans une économie intégrée. Oui. On a une culture intégrée. On est, je sais que ça va peut-être faire mal, là, mais on est un sous-pays des États-Unis d'Amérique. Là. Et si jamais, à faire ce qu'on a fait en fin de semaine, d'aller du côté de Zelensky, d'aller du côté de l'Europe, de partir en avion dans un voyage non prévu pour aller faire un pied de nez à Trump et à son équipe, la seule chose que ça peut faire, ça peut juste nous mettre en grande guerre économique avec les États-Unis d'Amérique et nous n'avons pas, on n'a pas ce qu'il faut pour gagner cette guerre-là. Ils peuvent nous faire très mal. Là. Jouer cette guerre-là, jouer cette game-là, je ne sais pas où il prend ça, là, mais ce qu'il a fait en fin de semaine là, et ce qu'il fait depuis quelques heures, parce qu'il est encore là, c'est extrêmement dangereux. Parce que lui, il pense à donner un petit coup à Trump avant de partir, juste pour s'amuser. Mais ce qu'il est en train de faire risque de nous faire mal, non pas juste pour le week-end qu'on vient de passer, mais pour les 1000 prochains week-ends. Parce qu'on parle d'une relation qui peut être brisée pour une longue période. Et sincèrement, est-ce que vous voulez vraiment jouer cette game-là? Est-ce que vous pensez vraiment que si on n'est plus intégré avec les États-Unis d'Amérique, vous pensez sincèrement que tout ce qu'on fait comme business,
Les trillions de dollars d'échanges entre les États-Unis et le Canada. Sérieusement, vous pensez que vous pouvez trouver des clients partout ailleurs sur la boule? Même si ces clients-là sont extrêmement loin? Que notre niveau de vie va rester le même? Non. Oublie ça, là. Oublie ça. Ce qui s'est joué en fin de semaine, là, Trudeau a le droit de dire « Ah, ben écoute, il a le droit de passer un commentaire pour dire qu'il y a des affaires qu'il n'a pas aimées. Il n'est pas obligé de dire oui à tout. Mais ultimement, il doit rester proche de son allié qui le protège et qui le fait vivre une vie de pacha. Alors qu'on est depuis 30, 35 ans, 40 ans, un pays qui se traîne les pieds. À tous les niveaux, là, que ce soit pour l'OTAN, que ce soit pour notre productivité économique, que ce soit pour à peu près tout ce qu'on peut toucher comme point, là, on se traîne les pieds pour la seule raison pour qu'on peut se traîner les pieds, c'est qu'on est à côté sur les États-Unis d'Amérique. Là. Donc, au nom de ça, là, t'es condamné à faire équipe, non pas avec l'Europe, non pas avec Zelensky, mais avec Donald Trump, puis même si ça t'écoeure. Parce que Trump a raison. Zelensky va revenir, puis il va revenir. Il va revenir quand il va rentrer dans la place, puis il va dire « I want peace ». Voilà. Il est là le problème. Là, on a, pour toutes sortes de raisons, là. Lui, c'est des raisons d'orgueil, c'est des raisons, c'est normal, on l'a parlé avec le prof Caron la semaine passée. Lui, il a à l'intérieur, il a à dealer avec la shit qu'il y a à l'intérieur de ce pays-là. Là. Les nationalistes nazis qui sont là et qui lui mettent énormément de pression pour rien céder. Parce que s'il cède quoi que ce soit, probablement que ça va finir avec une balle dans la tête. Mais ça, c'est sa gang. Là. Il a à dealer sa shit. On n'a pas à dealer sa shit pour lui. Là. Ben, lui, là, s'il veut sortir de là, pas pire, là, faut qu'il aille chercher un deal de paix. Il gagnera pas cette guerre-là. Il la gagnera pas. Il réussira pas à avoir l'Ukraine comme l'Ukraine était en 2021-2022. Là. L'Ukraine va être changée. Il y a des bouts de l'Ukraine qui ne seront plus l'Ukraine. Il n'y aura pas l'OTAN. L'OTAN n'y sera pas, là. On avait déjà fait des deals. Il y a de nombreuses années, deals qui ont été brisés. Jamais l'OTAN va s'en aller vers l'Est. Pourtant, après ces deals-là, on a continué de s'en aller vers l'Est. On a couru après, en passant. Les Américains ont couru après. Ben oui, la Pologne puis les Pays-Baltes. Là. Voilà. Alors que... qu'avant, on avait dit qu'on n'allait plus vers l'Est. Voilà, mais ça, c'est dans le deal. Ça, c'est dans le deal signé avec le gars qui a une tache de vin dans le front. Exact. Ça, c'est le deal qu'on a fait qui a fait que l'URSS est tombée. Là. Voilà. Et on a brisé ce deal-là. Les pas fins là-dedans, là, c'est pas les Russes. Là. Si vous vous fiez au deal, on était content dans le temps hein, quand Reagan et la tache de vin sont donnés à la main. Moi, j'étais très content. Moi, j'étais très heureux de ça. Ben, quelques années après, c'est pas les Russes qui n'ont pas suivi le deal, c'est nous autres. Et aujourd'hui, on paye pour ça. Mais ça finira pas comme on veut. Puis, s'il y a des Québécois qui veulent la continuité, je sais pourquoi, il y a un mélange là-dedans. Entre vous et moi, là, la majorité des Québécois se calissent de l'Ukraine. Là. Alors, ils s'en foutent totalement de l'Ukraine. Ils s'en foutent. C'est pas ça l'histoire. C'est qu'ils détestent les Américains. C'est pas qu'ils aiment l'Ukraine. Détestent les Américains et détestent Trump. Ils détestent beaucoup Trump. C'est beaucoup ça, là. Ah, c'est qu'ils détestent Trump. Fou. Carrément fou. Donc, à partir de là, je veux dire, si ça vous tente que la guerre se poursuive juste pour des émotions, c'est ça. Ben, c'est parce qu'on ne connaît pas la fin de ça, là. Là, on est dans un point tournant, là. C'est la paix ou c'est la Troisième Guerre mondiale? C'est là qu'on est, là. Donc, tout d'un coup, le Québec est devenu allié avec les marchands d'armes, les constructeurs de chars, les fournisseurs de munitions, les constructeurs d'avions de combat. C'est une première pour moi. Je n'avais jamais vu le Québec de cette manière-là.
Il faut dire que le Québec, depuis quelque temps, me surprend beaucoup, parce que le Québec, depuis à peu près un mois, est pro-Canada. Parce que Très bizarre. Ce qui est jamais arrivé depuis moi, je suis au monde. Là. Moi, j'ai pas vu ça de mon vivant. Là. Ben oui, c'est la première fois que ça arrive. Là. Les plus grands souverainistes ici sont rendus pro-Canada. Oui. C'est la même surprise que j'ai vue en 2022. 2021-2022, quand je me suis rendu compte que le Québec, qui était anti-compagnie pharmaceutique, est devenu le plus grand défenseur des big pharma que j'ai jamais vu de tout ce qui se passe à la boule. Donc, il y a eu un reset total. On est quasiment sur le bord de passer la loi pour permettre aux autorités de passer la peine de mort. Il y aurait juste celle-là. Mais le Québec est très surprenant. Donc, le Québec veut faire quoi avec ça, là? Quel est le but? Quel est le but du Canada, mais spécifiquement des Québécois émotifs? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, c'est très simple. C'est la paix, on signe un deal. Oui, Zelensky va rentrer chez eux la queue entre les deux jambes, c'est clair. Mais on arrête ça, là. Et on essaye d'avoir une paix qui va être longue et durable. Donc, on a le choix, là. On a le choix entre la guerre et vos enfants ou vos petits-enfants, ou vous pouvez y aller. Parce que le premier ministre de la Grande-Bretagne a dit « Ben, je suis prêt à envoyer des bottes de chez nous pour aller se battre dans cette guerre-là. » On va donner le nom de vos petits-enfants. Exact. Mais quand on demande aux gens dans la rue en Angleterre s'ils sont prêts à aller à la guerre, personne n'est prêt à y aller. D'abord, premièrement, il n'y a pas de monde il n'y a pas d'anglais là-dedans, là. Il y a du monde du Brésil, il y a du monde de tel pays musulman, il y a du monde de l'Inde, il y a du monde du Pakistan, il y a du monde de... Il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'anglais, là. Et ces gens-là répondent tous non. Ben, ils répondent non, puis ils disent s'il faut que j'aille à la guerre, me retourner dans mon pays. Ben oui. Voilà. Tu comprends? C'est pas ça ton pays, là? C'est quand même assez spécial, là. Bon, oui. Ben, quelle époque? Tu sais, on a-tu vraiment besoin de parler de ça là? Comment ça se fait qu'il y a des gens autant guerriers? C'est juste votre haine de Trump et votre haine des Américains qui vous poussent à prendre pour la guerre. Puis arrêtez de rêver que les gens qui sont pour la paix sont pro-russes. Enlevez ça de vos têtes. J'ai rien à cirer de la Russie, moi. J'ai rien à cirer de Poutine. Trudeau qui rencontre le roi Charles III. Charles d'Angleterre. Les aujourd'hui. oreilles. Ouais. C'est quoi le sujet? C'est la souveraineté du Canada? Oui. Il va avoir de la protection de l'Angleterre pour le Canada contre les États-Unis. Ah, ben ouais. Le gars, il est-tu mêlé? Alors, le gars, il nous fait honte, là. Trudeau, c'est le temps qu'il décalisse. Non. Le gars nous fait honte, là. Un esti dangereux. C'est un esti dangereux en plus. C'est ça, à part de la patente. Il est en train de briser. Trudeau, depuis 2015, a brisé la relation entre le Canada et les États-Unis. Là. Oh. Puis même dans le temps de Biden, là, il rencontrait jamais Biden. Non, il déteste les Américains. C'est un Cubain, Trudeau. Là. Ouais, c'est un Cubain. Et quel est le seul pays non européen qui sont dans les pourparlers présentement? C'est le Canada. C'est le seul pays, c'est le Canada. Là. Qu'est-ce qu'on fait là, Calice? On n'a pas d'affaires. M'excuse, là. Qu'est-ce qu'on fait là? On veut mettre la marde avec les États-Unis. Voilà. Ah, carrément. Oh. Mais c'est à la base. C'est un jeu dangereux ce qu'il est en train de jouer là, lui, là? Non, c'est non, c'est... À la base, l'Ukraine, là, si tu regardes une carte, là, c'est un problème européen. Là. Oui. À la base, c'est un problème européen. Là. On n'a pas d'affaire là-dedans. On peut l'affaire là, nous autres, là. On peut donner notre avis comme ça, là, mais on l'a pas être proactif dans cette patente-là, nous autres. On l'a pas être proactif là-dedans. Oh, on est rendu un pays européen, nous autres. Puis 80% de notre business, on le fait avec les États-Unis. Ben voilà pour le bout des Radio Pirate News sur Zelensky et Trump. Plus de Radio Pirate News dans la version Prime de Radio Pirate. Maxime Bernier est à venir sur Radio Pirate. The Revolution.
radiopirate.com. Radiopirate.com. Maxime Bernier est avec nous autres. Maxime, bon début de journée, bon début de semaine. Gros week-end en fin de semaine. D'abord, tu as fait réagir beaucoup avec ta déclaration que tu donnerais une petite fessée à l'impoli qui s'est ramassé dans le bureau de Donald Trump avec J.D. Vance en fin de semaine. Raconte un peu comment ça t'est venu, cette affaire-là. Est-ce que c'était ta première réaction quand tu as vu ce qui s'est passé au bureau ovale? Absolument. Lorsque j'ai regardé cette vidéo-là, j'étais surpris de voir la réaction d'un président d'un pays arrivé là et où les États-Unis a donné tout finalement à Zelensky pour qu'il puisse faire sa guerre sous Biden. On sait que c'est pas la position de Trump. Et là, il arrive là pour signer une entente et il commence à essayer de dire au président et au vice-président que leur position pour la paix n'est pas la meilleure, que lui, il veut continuer la guerre. Et là, on voit de la diplomatie en action devant les médias. Moi, je peux te dire que, Jeff, j'ai été ministre des Affaires étrangères. J'ai eu des discussions robustes avec quelques-uns de mes collègues lorsque j'étais ministre et ça se faisait derrière les portes closes. Et lorsqu'on arrivait devant les journalistes, on essayait d'être poli et de pas trop écorcher l'autre. Et là, on le voit, la négociation se fait en plein jour devant l'ensemble des journalistes. Et là, ce que je déplore, c'est la réaction des médias traditionnels, tant au Canada anglais qu'au Québec, qu'ils veulent poursuivre la guerre. Il y a déjà plus d'un demi-million d'Ukrainiens décédés et ils se disent en faveur de l'Ukraine, main dans la main avec l'Ukraine. Mais ce qu'ils font, ils sont main dans la main avec un pays qui est en train de disparaître. Ils sont pour... Il y a plus que 500 000 morts ukrainiens depuis le début de tout ça. Et les Russes et les Américains veulent arrêter ça, mais les Européens veulent continuer en poussant l'Ukraine à être membre de l'OTAN. C'est complètement stupide. C'est le monde à l'envers. Et normalement, c'est la gauche qui est pour la paix et la droite pour la guerre. Et là, on voit que la gauche entière aux États-Unis et ici au Canada veulent encore poursuivre cette guerre-là lorsqu'elle devrait être terminée depuis longtemps. Mais là, Maxime, tu parles, juste une seconde. Maxime, tu parles des Européens. Européens plus Canadiens, parce que là, nous autres, on est impliqués là-dedans. Là. Nous autres, Trudeau, il était là. Qu'est-ce qu'on fait avec les Européens, Maxime, là-dedans? Oui, qu'est-ce qu'on fait là, nous autres? Ben, on n'a pas d'affaire là, effectivement. Là, puis on a donné plus de 20 milliards de dollars, de l'argent qu'on n'a pas. Là. Le déficit, le Canada est en faillite. 20 milliards de dollars, les gens ont de la misère à arriver. L'épicerie, l'inflation coûte de plus en plus cher. Et là, on trouve 20 milliards de dollars à donner à l'Ukraine depuis le début de cette guerre-là. C'est de la politique interne. Trudeau, Carney, Poilievre font ça pour plaire à quoi? À peu près 1 million de Canadiens de descendants d'origine ukrainienne. Et on sait que Poilievre prend la même position que Harper. La guerre, Harper était pour, effectivement, la guerre en Ukraine. Et pour Harper et pour Poilievre, notre ennemi, c'est la Russie. Moi, notre ennemi, c'est notre gouvernement qui brime nos lois, nos libertés, qui nous endette, qui crée cette inflation-là, qui nous appauvrit. C'est pas les Russes. Avant de revenir sur Poilievre et sur Trudeau, tu as soulevé le point que beaucoup de gens de gauche au Québec et au Canada, donc beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde de gauche dans les deux cas. Quel est le fond derrière ça? Est-ce que, bon, je sais qu'il y a un fond d'anti-américanisme qui est très présent au Canada anglais, au Québec, on le sait aussi. Même chose également pour une détestation assez, je dirais, quasiment across the board pour Trump dans ces deux groupes-là. Est-ce que c'est uniquement relié à ça ou ils ont vraiment un lien particulier avec l'Ukraine? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont le goût de jouer avec une possibilité de troisième guerre mondiale à ce point-là. Là. Il y a un bout qui me manque dans ma réflexion, dans mon analyse. D'où ça vient, ce goût de la guerre là, chez les Québécois, entre autres?
mais je pense que la propagande des médias, tout comme durant le COVID, la propagande des médias du Canada, du Québec et de l'Occident a fait son œuvre depuis le début de cette guerre-là. On dit que c'est une invasion et c'est les Russes qui ont commencé la guerre. Écoutez le discours de Poliev encore en fin de semaine. C'est les Russes qui ont commencé cette guerre-là et donc les Russes sont les méchants et la population a acheté cette propagande-là qui est fausse. Parce que tout ça a commencé, là, si on connaît bien notre histoire, en 1990, lorsque on a voulu unir l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. L'URSS, à l'époque, a dit, OK, on est d'accord à unir l'Allemagne, les deux Allemagnes, en 1990, à une condition. L'OTAN ne doit pas faire de l'expansion du côté Vers de l'Est. Voilà. Et c'était une condition importante. On n'a pas respecté cette condition-là. En 99, il y a eu une expansion de l'OTAN, 3 pays de l'Est. En 2004, une autre expansion, 7 pays de l'Est qui sont devenus membres de l'OTAN. Et en 2008, j'étais présent, j'étais le ministre des Affaires étrangères à Bucarest, en Roumanie. Il y a eu un meeting de l'OTAN. Et là, on a décidé d'avoir la Géorgie et l'Ukraine membres de l'OTAN. Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour les Russes. Après ça, on le sait, en 2009, il y a eu une élection en Ukraine où il y a eu un gouvernement pro-neutralité. Ils voulaient, et les gens en Ukraine voulaient être neutres, pas faire partie de l'OTAN. 2014, coup d'État, les Américains en profitent pour changer le président, pour mettre un président plus pro-NATO, l'OTAN, pardon. Et tout ça, faut le dire, les Russes ont une position, ils ne veulent pas avoir des bases militaires à leur porte, comme Kennedy ne voulait pas avoir des bases militaires soviétiques à Cuba, aux portes des États-Unis. Et ça a été, tu parlais tantôt de Troisième Guerre mondiale, bien en 62, on a passé proche d'avoir une guerre mondiale à l'époque. Et là, aujourd'hui, ce qui était bon pour les Américains n'est pas bon pour les Russes. Ils ne veulent pas de base militaire de l'OTAN à leur porte. Et j'y comprends parce qu'aussi, il faut savoir qu'en 2019, les Américains ont sorti d'un traité. C'est le traité, si ma mémoire est bonne, c'est un traité nucléaire sur les armes de courte portée nucléaire qui fait en sorte que la Russie et les États-Unis ne développaient pas d'armes de courte portée nucléaire, de missiles de courte portée nucléaire. Et les Américains unilatéralement ont mis fin à ce traité-là en 2019. Donc, mettez-vous dans la peau des Russes. Si l'Ukraine est membre de l'OTAN, il peut avoir et il va avoir des bases militaires de l'OTAN en Ukraine avec des missiles américains courte portée nucléaire. Parce que les Américains ont sorti de l'entente de 2019. Et là, c'est tellement vrai qu'en 2021, en décembre 2021, on n'en parle jamais de ça. La Russie a écrit un traité, un projet de traité avec les Américains pour la sécurité de la Russie et de l'Amérique. Un projet de traité et ils voulaient commencer les négociations. Et le point le plus important dans ce projet de traité où les Américains n'ont pas donné suite, c'est un traité de paix, décembre 2021. On disait, on ne veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et les Américains ont fait fi de ça et l'invasion a commencé en février 2022. Et là, la propagande, je reviens à la propagande, on disait que Poutine était Hitler, qu'il voulait envahir l'Europe. C'est complètement faux. Basé sur l'histoire, c'est pas ça. Il veut empêcher l'Ukraine de faire partie de l'OTAN et c'est très légitime. Et tellement vrai qu'il ne voulait pas conquérir toute l'Ukraine. Il voulait prendre des territoires où il y avait des gens qui parlent russe, qui ont fait un référendum qui voulait se rattacher à la Russie et pour la sécurité de la Russie. Et 2 mois plus tard, en avril 2022, négociation de paix, Ukraine et puis Russie à Istanbul. Et c'est là-bas que ça s'est négocié. Encore, le point le plus important, on ne voulait pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et Zelensky, à l'époque, était d'accord. Il était prêt à signer cette entente-là. Mais les Américains et les Anglais ont dit non, on poursuit la guerre, tu signes pas ça, on veut pas la paix. Exact. C'est ça. Donc, qui est responsable de tout ça? C'est nous, c'est l'Ouest, c'est les Américains, c'est les Anglais. On a manipulé Zelensky et donc, on n'a pas fait fi de notre parole en 1990. On n'a jamais écouté les Russes et c'est pour ça qu'on est en guerre. Mais le peuple, je termine là-dessus, le peuple a embarqué dans la propagande que les Russes sont les méchants et nous, on est parfaits.
Et juste rajouter que, on sait que Trump a eu son premier mandat, donc avant celui de Biden. Et Trump en a fait, a passé ce message-là régulièrement, que tant qu'il était président, il n'y aurait pas à avoir d'extension de l'OTAN vers l'Ukraine. Il avait promis à Poutine de ne pas le faire, etc., etc. Et pendant la campagne contre Biden, ça a été soulevé, ces points-là. Et il nous avait dit, si Biden gagne, Biden va vous amener vers une guerre parce qu'il va vouloir avancer l'OTAN vers l'Est. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Justin Trudeau, là-dedans, on a un gros malaise avec Justin Trudeau. C'est un gars qui a démissionné. Il y a des bouts là, que je ne comprends pas trop de toute l'histoire. Le gouvernement est fermé. On est comme en attente. Le Canada est comme abandonné en ce moment, mais il semblerait qu'on a un premier ministre qui est en fonction comme s'il n'était pas arrivé de conférence il y a à peu près 1 mois et demi où il a démissionné. Il est encore là. Il s'en va dans quelques heures. Et là, il parle de redonner de l'argent encore, de peut-être envoyer l'armée, etc. Et en s'en allant vers l'Europe, comme il l'a fait alors qu'il n'y a pas d'affaire là, c'est une rencontre de pays européens, il vient de faire un pied-de-nez incroyable aux États-Unis et à Trump. Et ça, c'est le genre de comportement qui peuvent briser pendant des décennies nos relations très, très étroites qu'on a au niveau économique, au niveau défense, etc. C'est très dangereux ce que Trudeau joue en ce moment, là. Tu as absolument raison, Jeff. Et c'est dangereux parce que là, il démontre aux Américains que le plus important, c'est de continuer la guerre avec les Européens. Comme il a fait aussi tout le long de son mandat, s'acoquiner avec la Chine, permettre aux Chinois, vous vous rappelez, d'avoir un entraînement militaire dans le nord canadien, dans le froid. C'était complètement stupide. On essaie, on dirait, par des gestes comme ça, de provoquer les Américains et Trump. Et il faut dire que ça n'en prend pas beaucoup pour insulter Trump, puis il a une bonne mémoire. Et là, on va vouloir s'asseoir avec lui pour négocier une nouvelle entente de libre-échange économique qui est important pour le pays, parce que si on n'a pas d'entente avec les Américains, on s'en va dans une récession qui est très grave. D'ailleurs, Harper l'a écrit dernièrement dans une lettre le week-end dernier en disant oui, il faut faire la guerre commerciale, il faut se tenir debout, quitte que oui, effectivement, ça coûte cher et que ça risque d'emmener le pays dans une récession. Donc, pour Harper et pour Poilievre, une récession, c'est pas grave, les Canadiens vont payer plus, ils vont perdre leur emploi, mais nous, on va se tenir debout devant les Américains. Ça, je comprenais rien là-dedans. Là. Ça m'a viré à l'envers. Sérieux, j'ai jamais vu ça arriver. Et je me suis dit, attends, au début, je pensais que c'était une fake news. Il a fallu que je trouve le vrai texte du National Post pour voir que c'est vraiment ce que Harper a dit. Donc, il est prêt à appauvrir le Canada et appauvrir les Canadiens au nom de garder le pays au lieu de s'asseoir, de négocier. Moi, je pense qu'on a une opportunité en ce moment que plusieurs pays auraient. Est-ce que le Canada va devenir un genre de Irlande, d'Écosse? Je ne sais pas. Mais un genre de contexte d'association encore plus proche entre les États-Unis et le Canada, un peu comme Kevin O'Leary en parle régulièrement dans les médias américains depuis à peu près 2-3 semaines. Il y a certainement quelque chose qu'on peut aller dealer. On a une opportunité, mais là, la manière qu'on le fait, on est en train de complètement se fermer. Et on sait comment, comme tu le dis, on sait comment Trump est quelqu'un de rancunier d'une certaine manière. Donc, s'il décide que la négociation est dans son sens à lui, il peut nous écraser avec la force qu'ils ont très facilement. C'est jouer une game extrêmement dangereuse, la manière qu'on se positionne en ce moment. Ben, effectivement, c'est dangereux. Et ce qui est le plus aberrant, c'est tous les leaders des pays, des partis traditionnels sont d'accord à jouer ce jeu-là. Même on dit, on va imposer des tarifs de 25% de représailles et avec cet argent-là, on va donner ça aux entreprises pour leur permettre de mieux s'ajuster. Donc, ce qu'on dit au peuple, on vous aime tellement qu'on va vous taxer encore plus, vous, le peuple canadien, de 25%, puis on va prendre l'argent de monsieur et madame tout le monde pour donner ça aux grandes compagnies qui exportent. C'est ça la position de Poilievre, c'est ça la position du Parti libéral. C'est complètement aberrant. Assoyons-nous à la table et ce que veut Trump, on le sait depuis toujours, nos frontières, fentanyl, la sécurité. On pourrait avoir une entente spéciale de sécurité avec les Américains, protéger le Nord, protéger nos frontières, avoir une entente plus près, de plus grande collaboration avec les Américains sur la sécurité nationale du continent nord-américain. Maxime, est-ce que ça pourrait être un genre de bouclier carrément, un peu comme... Oui. Absolument. Lorsque Reagan a parlé de ça, là, du fameux bouclier antimissile, la gauche au Canada s'est levée, on ne devrait pas faire ça, etc. Mais oui, il faut avoir une entente. Le monde est multipolaire.
puis on est avec les Américains, veut pas, géographiquement, et aussi historiquement, économiquement et politiquement. On partage des systèmes politiques de liberté individuelle et de libre marché. Donc, on est avec les Américains dans un système multipolaire qui se développe. Et oui, les Américains veulent protéger l'Amérique du Nord et il faut embarquer avec eux. Et c'est ça qu'on devrait dire à Trump. Économiquement, on continue, on va arrêter de nous imposer vice-versa des tarifs, on va laisser tomber le cartel de la gestion de l'offre, on va avoir une nouvelle entente sur le secteur automobile et sur la défense, on va participer de façon plus intime dans la défense de l'Amérique du Nord. Mais il faut le dire qu'en ce moment, Trudeau, ce qu'il veut faire, c'est du picossage sur les Américains. C'est sa rencontre avec le roi aujourd'hui. Autrement dit, on parlait de souveraineté. On parle de souveraineté du Canada. On aimerait ça que le roi, possiblement, parle avec Trump pour, autrement dit, donner un break au Canada. Tu sais, ça, c'est juste du picossage de Trudeau. Là. Il s'en va quand, Trudeau, en fin de compte? Il s'en va le 9 lorsque Carney sera élu. Mais lorsqu'on parle de souveraineté, là, ça fait l'affaire des libéraux, ça fait l'affaire de Poilievre. Oui. On prend le drapeau canadien, on se le met sur le dos et on dit on va protéger la souveraineté du Canada. La souveraineté du Canada n'est pas en danger. Les Américains et Trump ne feront pas d'invasion aux États-Unis. Et c'est un discours qui sert justement pour monter les Canadiens contre les Américains. J'en reviens pas dans le Journal de Montréal ou de Québec. À chaque jour, on a une page. Quel produit on ne devrait pas acheter qui vient des États-Unis versus quel produit canadien. Ben, c'est-tu irresponsable, ça? C'est-tu niaiseux, ça? C'est complètement ridicule et niaiseux. Mais les politiciens en profitent. Ils parlent comme si on va perdre notre souveraineté face à Trump. Que Trump va faire une invasion du Canada. C'est complètement stupide. Il veut qu'on s'assoie, qu'on renégocie l'entente de libre-échange et pas attendre en 2026, qui est la date normalement où on devrait renégocier l'entente. Assoyons-nous tout de suite, renégocions ça et tout va bien aller. Trump fonctionne beaucoup avec des histoires d'amitié. Quand il est à l'aise avec quelqu'un, quand il est bien avec quelqu'un, même si la personne n'est pas nécessairement pareille à lui, il y a des affaires qui se trament. On voit juste la relation qu'il a avec Macron, qui est totalement différente d'une relation, mettons, qu'il a avec Trudeau. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'il pense de Pierre Poilievre, Pierre Poilievre, il prend un peu ça facile, il veut pas trop, il dit c'est pas un MAGA, c'est pas quelqu'un qui m'aime beaucoup, c'est pas quelqu'un qui aime nos idées, c'est pas quelqu'un qui veut bâtir ce qu'on est en train de bâtir. Donc, ce que je comprends entre les lignes, quand Trump parle de Poilievre, il voit pas mal un Trudeau en Poilievre. Donc, finalement, là, c'est pas pour rien que les sondages sont en train de revirer de bord. Poilievre est complètement perdu en ce moment. Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il est mal conseillé? Moi, j'aurais pensé que Poilievre aurait été... tu sais, la position que tu as depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est une position conservatrice à mes yeux. Mais eux, on a l'impression que c'est pas des conservateurs. Rajoutez à ça ce que l'ex-premier ministre Harper a rajouté. On a l'impression que les conservateurs et les libéraux, je sais que tu vas dire, je le dis depuis longtemps, que les conservateurs et les libéraux sont dans la même équipe en ce moment. Ben oui, absolument. Et Trump le démontre très bien de par ce tweet-là. Poilievre et les libéraux sur les folies des changements climatiques sont d'accord avec l'entente de Paris. Trump est sorti de là. Poilievre et Trudeau sont d'accord avec la guerre en Ukraine. Trump veut la paix. Poilievre et Trudeau sont d'accord avec les folies woke. Poilievre en parle pas trop de toutes les folies woke. Il a dit qu'il y avait 2 genres, il n'a pas dit 2 sexes. Quand on lui a posé la question dans le passeport canadien, lorsqu'on applique, on a 3 choix, masculin, féminin ou X, allez-vous enlever ça? Il n'a pas répondu. Donc, effectivement, il ne prône pas les mêmes politiques que Trump et il veut se dissocier de Trump, Poilievre, parce qu'il veut diviser le vote des libéraux et aller rechercher le vote des libéraux qui est en train de perdre. Donc, en faisant ça, il démontre à tout le monde que Poilievre ou Trudeau, c'est du pareil au même. Et là, le problème qu'il a, c'est Mark Carney,
s'en va de son côté économique et il dit, ben moi, je ferai plus de déficit extravagant, je vais essayer d'équilibrer le budget et donc, je vais baisser les taxes et les impôts. Donc, c'est facile. Carney s'en va sur le terrain économique conservateur et là, bien, Poilievre n'a plus de distinction, même en économie. Carney ramène le Parti libéral vers le centre-gauche. Et donc, ben là, Poilievre se cherche. Et moi, je le dis depuis le début, il n'est pas un conservateur. Il est conservateur que de nom seulement. Et là, on le voit de plus en plus. Et Trump, ben, nous le démontre très bien avec les différentes positions qu'il a prises par rapport à les négociations qu'il y a actuellement avec les Américains. Donc, on appelle ça un CINO, donc Conservative in Name Only. Oui, c'est donc, ça. OK, donc avec Rhino et Sino. Mais là, avec est-ce que tu le crois, Carney? Parce que Carney a quand même un bagage de mondialiste très, très à gauche, très interventionniste, le revenu minimum garanti, son épouse qui est impliquée dans toutes sortes d'entreprises où elle va les conseiller sur toute la transition énergétique est très, très, très green. Ça semble être un genre de Trudeau plus vieux seulement, là, avec un diplôme en finance, mais pour le reste, j'ai de la misère à croire qu'on s'en va vers un discours plus conservateur, un peu plus au centre avec Carney quand on regarde tout ce qu'il a réalisé au cours des dernières années. Mais ensuite, c'est un gars aussi qui n'a pas tellement confiance au Canada. Il a lui-même transféré une de ses grosses compagnies qui était à Toronto vers New York. Donc, est-ce que ça va tenir l'histoire de Carney jusqu'à l'élection ou ça risque de coller cette affaire-là? Ben, tu as raison de dire là, que Carney, c'est le mondialiste en chef. C'était le porte-parole des Nations unies pour imposer toutes ces politiques-là de net zéro sur le climat aux grandes entreprises. Oui, il est là-dessus, même un peu plus vert que Trudeau. Où je dis qu'il se rapproche de Poilievre, c'est le discours économique d'équilibrer le budget, baisser les taxes. Il sait que c'est populaire. Il sait que ça va voler des votes à Poilievre, donc il parle de ça, mais sur le reste, effectivement, tu as raison, là, lié pro l'accord de Paris, pro politique verte, les pipelines, il n'en parle pas trop, il va peut-être commencer à en parler pour en développer, mais là-dessus, il est un mondialiste, là, beaucoup plus que Poilievre. Poilievre, lui, il essaie de pas, il va garder le statu quo en ce qui concerne l'ONU, en ce qui concerne l'entente de Paris, en ce qui concerne l'entente sur la migration qu'on a signée avec l'ONU. Et sur l'immigration, ils s'entendent les deux. 250 000, ça vient du bon sens. Donc, Poilievre est encore pro-immigration de masse. Il n'y a pas bien de changement entre Poilievre et Carney. La question, est-ce que Carney va rester comme il nous le dit, s'il devient premier ministre? Ça, c'est à voir. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver et j'espère que la prochaine élection va être déclenchée rapidement, qu'on puisse avoir un gouvernement qui a un mandat au moins d'aller négocier avec Trump ou bien un mandat de guerre commerciale. Comment les conservateurs, parce que je regarde les chiffres en ce moment, c'est tellement serré qu'on a peut-être un genre de gouvernement conservateur minoritaire avec 160 sièges, d'après les chiffres que j'ai vus ce week-end. Les conservateurs deal comment de manière minoritaire en ce moment? Ils peuvent s'allier avec qui? Avec les bloquistes? Mais je ne suis pas certain que les bloquistes vont avoir tant de monde que ça, finalement. Avec qui ils peuvent s'allier si jamais ils sont minoritaires? Bien, comme Harper le fait, dossier à dossier, 2006, 2008, gouvernement minoritaire conservateur, et Harper a réussi à aller chercher l'appui des libéraux dépendamment des votes. Des fois, c'était plus le NPD, etc. Mais il faut dire qu'à l'époque, le NPD, avec Molker, était beaucoup plus à droite économiquement que le NPD d'aujourd'hui. Oui. Donc, je pense que ça va être plus difficile pour Poilievre de trouver un allié dans le Parlement actuel que ça l'était sous Harper. D'ailleurs, signe très dangereux, hein, ces histoires de vouloir bannir Trump du Canada là, pour le G7. Ce genre de déclaration-là, c'est extrêmement dangereux. C'est parce que si Trump n'est pas là, il n'y a pas de G7 en passant. Là. Ben oui, c'est ça. Alors, puis le fait, pour arrêter tout ça, Trump le dit, là, la guerre là-bas, il faut arrêter l'expansion de l'OTAN, l'Ukraine devrait être neutre, et puis pourquoi pas la Russie fait partir du G7, avoir un G8. Ça, c'était dans les discussions lorsque j'étais conservateur. La personne, le leader qui se posait le plus
à l'effet que Poutine devienne membre du G7, qu'on crée un G8, c'était Harper. Harper a fait une cabale internationale pour empêcher cela. Si on avait fait ça, là, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. C'est sûr que non. C'est mort ukrainien. Et Trump, c'est lui qui parle du gros bon sens. Effectivement, ça serait bien que la Russie fasse partie du G7, qu'on crée un G8, qu'on arrête de s'assurer que la Russie... On fait des choses contre la Russie là, qu'on ne voulait pas nous-mêmes en tant que pays de l'Ouest en 1962 dans la crise des missiles. Ouais. Dernière question, Max. Pour le Parti populaire du Canada, il y a une opportunité. On sent que il y a peut-être un genre de jump rapide qui pourrait amener le PPC vers 10 moi, c'est ce que je vois comme opportunité. Parce qu'il y a, surtout dans l'Ouest, où tu as tes meilleurs fans sont dans l'Ouest, l'Alberta, tout ça, qui a comme une petite tendance en ce moment à dire, ben, écoutez, là, si le Canada vacille un peu, on va peut-être faire des beaux yeux aux États-Unis, puis on va le devenir, nous autres, le 51e État. Est-ce que parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est que Trump se cherche un allié au Canada. Il ne l'a pas trouvé en Pierre Poilievre. Ce ne sera certainement pas Mark Carney. C'est pas Trudeau qui ne sera pas le genre de, une fois à la retraite, qui ne sera pas le genre de porte-parole canadien pour aller négocier. Et je pense que Trump a besoin, puis je sais que je sais que tu n'as pas toujours été proche de Trump dans son style, pas les idées, mais dans son style. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien qui va être naturel entre Maxime Bernier, le parti et Trump, genre parce qu'il cherche quelqu'un sur qui s'accoter au Canada. Et je pense que le PPC est peut-être cette solution-là. Est-ce que je rêve? Mais non, tu ne rêves pas. Si on regarde juste les politiques, ce que Trump fait aujourd'hui, là, c'est des choses qu'on a dites il y a à peu près 6 ans, qui fait partie depuis longtemps du programme du Parti populaire. Grâce à Trump, au moins au Canada, on parle de ces idées-là, mais on ne dit pas que le Parti populaire est le seul parti au Canada qui prône ces idées-là. Et oui, je pense que sur plusieurs dossiers, on s'aligne très bien avec Trump, ou je devrais dire Trump s'aligne avec nous, parce qu'on en a parlé bien avant Trump de plusieurs de ces idées-là. Mais ceci étant dit, on a une opportunité en tant que parti politique, oui, à la prochaine campagne électorale. Je pense qu'on serait capable de doubler notre vote. Et si on est dans le 10 c'est là que ça commence à être payant et qu'on peut espérer avoir quelques candidats élus. Nous, on va être prêts pour cette campagne-là. Et oui, j'aimerais bien ça. Il y a de mes fans qui me disent, Maxime, tu devrais avoir une rencontre avec Trump. Oui, j'aimerais bien ça. Mais pour Trump, on est un petit parti politique nouveau avec 5 du vote. Je pense qu'il y a bien des chars fouettés, mais je peux te dire que si j'ai un téléphone de gens autour de Trump pour aller parler de notre position par rapport aux Américains et de préserver la souveraineté du Canada, mettre le Canada en premier, comme Trump fait, les Canadiens en premier, c'est ce qu'on fait. Je pense qu'il respecterait une personne qui fait les mêmes politiques que lui au Canada pour s'assurer que nos Canadiens soient aussi prospères, tout comme il veut que les Américains soient prospères. En tout cas, il y a une belle opportunité. Ça peut être effectivement un jump assez... parce que là, il y a comme beaucoup de gens qui sont comme un peu perdus. Puis je pense même qu'il y a certains libéraux qui vont être perdus, même avec l'arrivée de Carney. Donc, il y a un brassage de cartes en ce moment. Tout ce qui arrive, il n'y a que des opportunités. Et tout dépendamment comment c'est joué, mais je sais pas, il y a peut-être un moyen, effectivement, d'essayer de coller les deux ensemble et de voir de plus en plus de choses. Parce que là, Trump se cherche vraiment quelqu'un au Canada. Il pensait peut-être que c'était Poilievre, mais il vient de réaliser que Poilievre, c'est pas son homme pantoute. Peut-être que, je sais pas, moi, un genre de Kevin O'Leary pourrait l'allumer. Je sais pas qu'est-ce que Kevin O'Leary pense de Poilievre en passant. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il en pense, mais une chose est sûre, lui a ses entrées avec Trump à Mar-a-Lago. Donc, on pourrait peut-être faire un lien. Mais en tout cas, une chose... c'est certain, Max, que l'élection, c'est là. On s'en irait en élection dans quelques semaines, de ce que je comprends, là. Ben, nous, on se prépare, le Parti populaire, on se prépare pour une élection déclenchée le 10 mars, lundi le 10 mars. Si c'est pas le cas, on sera prêt. On a déjà à peu près, au moment où on se parle, 300 candidats partout dans le pays. Au Québec, il nous en manque peut-être une quinzaine. On continue. Si les gens sont intéressés, ils peuvent appliquer sur notre site, partipopulaireducanada.ca. Mais tu parlais tantôt d'O'Leary. Faut dire qu'O'Leary m'a appuyé lorsque je faisais la course du Parti conservateur du Canada
Canada Oui, c'est en vrai. 2017. Je le connais très bien, j'ai une rencontre avec lui. Et les idées que je prônais à l'époque, en 2017, c'est la base du programme du Parti populaire. Donc, je pourrais peut-être être en contact avec O'Leary puis lui dire, regarde, là, le Parti populaire est toujours là. C'est les mêmes idées. Tu appuyais ces idées-là en 2017. Donc, on n'a pas changé, nous. On prend les mêmes idées jusqu'au moment où on gagne cette bataille des idées-là. Et drôle un peu, hein, juste en finissant, drôle de voir pareil que dans toute l'histoire des tarifs, c'est encore la gestion de l'offre qui va être un os. Alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu arranger. Je sais qu'il y a beaucoup de fermiers qui capotent avec ça, là, surtout dans le coin de la Beauce et tout. Puis les gens sont très, très... ils font très attention. Éric Duhem fait attention de son bord. Tout le monde fait attention avec la gestion de l'offre. Mais finalement, c'est l'os. Ça a été l'os pour négocier avec les Anglais. Donc, les Britanniques nous ont laissé aller. Ils ont dit, regarde, on voulait négocier quelque chose avec vous autres, mais vous êtes trop tarifeux, vous avez trop de limites, trop de barrières, on ne veut rien savoir. C'est surtout à cause de la gestion de l'offre. Et la gestion de l'offre risque d'être un os également dans toute la négociation avec les États-Unis. Donc, finalement, ce qu'on aurait pu régler il y a quoi, 7-8 ans maintenant, ou à peu près? À peu près 10 ans même. 10 ans? Mais là, aujourd'hui, je peux te dire, Jeff, j'étais en Beauce, j'ai parlé à des producteurs laitiers. Il y en a quelques-uns, pas tant que ça, mais quelques-uns qui sont d'accord avec la position. Oui, Maxime, on veut nous progresser, on veut être capable d'exporter nos produits. On est aussi bon que les Américains. Et oui, effectivement, ça va être sur la table. Il faut commencer à négocier les compensations. Puis j'ai confiance en toi pour ça. Tu le dis depuis 10 ans. Et la mentalité commence à changer lentement mais sûrement. Mais les politiciens qui disent qu'ils vont préserver la gestion de l'offre aux producteurs laitiers, c'est des menteurs. Ils ne pourront pas le faire dans le bienfait, pour le bienfait des consommateurs québécois et de l'économie canadienne, québécoise et beauceronne. Et ultimement, je pense les fermiers également. Ben oui. Juste un petit mot vite, ça m'intrigue beaucoup. Il y a une vidéo qui court, Maxime, que quelque chose que tu as enregistré, je pense, en 2010, c'est ce que j'ai compris. Tu parlais d'une monnaie canadienne adossée à l'or. Oui. À l'époque, c'était ton idée de l'époque. Oui. Puis aujourd'hui, ça serait différent au Canada si cette idée-là avait été faite, en fin de compte. Ben oui, parce que, autrement dit, je suis contre la monnaie fiduciaire et le fait d'imprimer de l'argent qui crée de l'inflation, parce que les politiciens ont deux façons de pouvoir taxer les gens, en étant honnêtes et en nous taxant directement pour les programmes qu'ils nous offrent, ou en étant malhonnêtes et en créant des déficits et en créant cette inflation-là, comme ils font actuellement. Là, il y a une discussion au point de vue international sur un nouveau système financier international basé sur les talons or, et nous, au Canada, on est dans une mauvaise position parce que la Banque du Canada est la seule banque occidentale qui a vendu tout son or. On n'a plus de réserve d'or. Les Américains sont en train de rapatrier l'or qui était à Londres un peu partout ces dernières semaines. C'est important pour eux et on voit qu'il y a un chiffre là. On veut s'assurer, c'est peut-être pas pour demain, mais dans les prochaines années, il va certainement avoir un nouvel ordre mondial, international, monétaire, basé sur l'or, comme ça l'était au 19e siècle. Et on verra, mais effectivement, c'est la meilleure position pour préserver le pouvoir d'achat des gens. Merci, Maxime. Puis on se reparle, bien sûr, si l'élection est déclenchée rapidement. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada sur Radio-Canada. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry, on est prêt pour la première boîte de la semaine. Une petite boîte. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Là, il y a quoi? Il y a quelques minutes, peut-être une demi-heure maximum. Il y a un char qui est rentré dans foule. En Allemagne, il y a un char qui est rentré dans encore un autre char. Donc, 2 morts, des blessés. Parce que là-bas, c'est dans la ville de Mannheim, en Allemagne. Les autres, ils commençaient à organiser un genre de carnaval là, dans cette ville-là. Puis là, il y a un gars qui est rentré dans la foule avec son char.
Donc, il y a un suspect d'arrêté. Je sais pas, j'ai pas d'autres détails, mais tabarnage de tabarouette. Ça n'arrête pas. Ces autres, j'ai hâte de voir qui va être arrêté. J'ai hâte de voir ça. Hey, est-ce qu'on sait, y a-tu un Allah, quelque chose là-dedans? Y a-tu une patente? À date, j'ai pas eu de... Ça sort toujours, ça prend toujours du temps avant de sortir. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ils vont toujours faire attention à ça parce qu'ils savent que si c'est ça, ils sont responsables de ça. Voilà. L'immigration de masse avec le multiculturalisme et la grande ouverture, c'est un échec total. Là. C'est ça. C'est un échec. Un échec. Faut le dire. C'est un échec. Hey, le Bitcoin, est-ce que vous étiez stressé sur le Bitcoin? Ben, oui. C'est de le voir descendre. Il est descendu en bas de 80 000 $, là. US. Il est descendu sur les 18 000 $. Là. Ben, moi, j'ai pas aimé ça parce que je venais d'investir il n'y a pas longtemps. C'est ça. Vendredi, 9 h du matin, il était à 78 000. Là. Pensez à ça. Là, il est à 92. Ben, ça, c'est l'affaire de Trump, là? C'est ça, exactement ça. C'est aussi simple que ça. C'est encore Trump. C'est volatile, pareil. Quoi, c'est 18 de différence? 18-20 Mais c'est ça. L'histoire, c'est que le président a dit qu'il voudrait faire... On parle d'une possible création d'une réserve fédérale d'actifs de crypto-monnaie. Un peu comme une réserve d'or. On aurait une genre de réserve de crypto-monnaie. Il y aurait plusieurs cryptos dans cette réserve-là, ce que j'ai compris. Donc, c'est un souhait que le président a dit. Donc, juste de dire ça, ça l'a pogné le Bitcoin sur les 18,80, ça l'a monté à 92, 93. Boum! D'une claque. C'est incroyable, hein? C'est sauté. Mais l'idée est très, très bonne. Et l'idée est très bonne parce que je pense que un des premiers, politiciens, si on peut dire, d'avoir pensé à ça, c'est le gars du Salvador. Mm-hmm. Il s'était fait traiter de cave dans le temps. Oui, mais il met l'argent du monde en jeu avec des bitcoins. Mais là, c'est lui. Ce qui est plus dangereux, c'est de l'argent basé sur rien. Là. De l'argent basé sur rien, c'est très dangereux. La monnaie qui est basée seulement sur une genre de confiance et une genre de banque qui décide combien de liquidités il y a dans le marché. Est-ce qu'on en émet plus? Est-ce qu'on restreint, etc.? Il y a quelque chose de... On me dit que c'est apolitique, mais il y a un contrôle politique là-dessus. On l'a vu pendant la COVID, qui, moi, me crisse la trouille. Moi, j'aime l'or, j'aime les bitcoins. J'aime pas que... On a parlé avec Maxime Bernier. J'aime pas que le dollar canadien, en ce moment, est attaché et basé sur 0 lingot d'or. Là. Si vous trouvez des lingots d'or de la Banque du Canada, là, c'est des briques avec de la peinture en spray de chez Dollarama. Là. C'est ça. Mais ils ont tout liquidé. On l'avait de l'or. Mais on n'a plus d'or. Elle a été liquidée, cet or-là. Puis, tu sais, des pays de cul avec des billets, il y en a dans le monde. Il y a des places dans le monde où tu as un billet dans tes mains puis il est marqué 10 millions sur ton billet. Là. Il est marqué 10 avec 6-0 sur le billet. Tu vas t'acheter un burger à 10 millions. Là. Bon, oui, c'est ça. Bon, là, ça ne veut plus rien dire. À un moment donné, la monnaie ne veut plus rien dire. Ça veut dire, c'est arrivé en Allemagne. Déjà, mais on l'a fait. Notre monnaie ne veut plus rien dire. Notre monnaie ne veut plus rien dire. En 1913, quand ça inclut le dollar américain, en 1913, le dollar, quand ça a été créé, la banque, quand la Fed a été créée, un 100 $ valait 100 $. Et aujourd'hui, le même 100 $ vaut 3 $. Voilà. Donc, on a du papier qui vaut rien. Là. C'était pas vrai pareil. Hein? Chris, c'est pas vrai. C'est quoi les... Quand je rouvre mon compte de banque, quand je rouvre mon compte de banque, je vois un chiffre qui est écrit. Ouais, mais... Ben, il est soufflé à l'hélium pas mal. Là. Ton chiffre qui est écrit, il est ballonné. Là. Ben, il est ballonné, mais quand tu arrives au magasin, tu vois que finalement, tu n'as pas tant que ça. Là. C'est ça. Quand tu vas t'acheter un char, quand tu t'achètes une maison, vous avez vu là, comment est-ce que notre argent ne vaut plus rien? Là, les gens reçoivent leur... T'as-tu reçu beaucoup
de monde qui t'envoie leur compte de taxes en ce moment? Oui, on est là-dedans. Ça bug en tabarnache. OK? Ça bug tout partout, là. Il y a du monde qui ont jumpé le compte de taxes de 2000 puis 3000 piastres. Oui, les 30 Puis mais ensuite, l'assurance qui arrive, l'assurance vient de monter 1000 piastres, 1500 piastres ma maison. Je viens d'avoir un 2000 piastres de plus en taxes. Ils ont jumpé la valeur de ma maison. Tout a plus de sens, là. Net. Non, oui, ça. Net. Mm-hmm. Donc, le 1000 piastres de plus, c'est net. Oui. Pour avoir 1000 piastres net, là, il faut t'en travailler pas mal. Ouais, mais comment ça se fait que les villes, mais tout ça, ben oui, mais tout ce qu'on s'est donné comme infrastructure de fonds, avec tous les services maintenant qu'on a besoin, toute la diversité, toutes les histoires environnementales, etc., ben ça fait que les budgets des villes ont explosé, les amis. Et en plus, ils ont des salaires. Regardez, là, les cols bleus de la ville de Québec veulent avoir 100 000 $ comme salaire. Oui. Ils ont refusé 93 000 quelque chose. C'est ça qu'ils ont refusé ça. Là, je suis content. Je suis content aujourd'hui parce qu'ils vont passer les vidanges. Moi, je savais plus où mettre mes vidanges. Là. Une chance, c'est l'hiver. Là. À un moment donné, moi, mon bac à vidange, il est plein. Là. Ça fait 3 semaines qu'on va pas passer. Là. Moi, je me suis acheté un deuxième bac de vidange. Parce que je ne sais pas où mettre mes vidanges. Je ne garde pas mes vidanges dans la maison. Là. Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose, ton deuxième bac, mais peut-être que tu ne veux pas l'entendre. Qu'est-ce qu'ils ne ramasseront pas? Ben, dans certaines villes, dans les papiers que j'ai reçus, il y en a qui, à cause du fait qu'ils passent les vidanges aux 2-3 semaines, sont achetés un deuxième bac comme toi. Comme moi, c'est ce que j'ai fait. Mais? Ils vont m'envoyer un bill? Oui. Arrête. Le gars reçoit un bill, il y a une augmentation pour deuxième bac sur ses taxes, 235 $. Par année? Non, arrête. Ben, je te le dis. J'ai hâte de voir. OK. Je te non, le mais dis, je vais l'organiser. Je vais le mettre dans la rue un peu plus loin. Ouais. Je vais pas dire, il m'appartient pas. Il m'appartient pas. Il y a un bac là, il m'appartient pas. Ouais. C'est ramasse. C'est qu'un gars qui a donné puis il vient le rechercher après. On sait pas trop d'où il arrive. Il arrive dans la nuit, il le dépose là, le truck de vidange le ramasse, puis après ça, il vient le rechercher pendant la journée. On sait pas c'est qui. Mais là, moi, la fait que mon bac, moi, j'accumule, j'ai un beau pesé dessus. Là, l'autre bac est bien plein aussi. Puis là, il y avait juste une petite ouverture. Hier matin, je sors dehors, je vais pelleter un peu sur le côté de la maison. Je taponne un peu, regarde, tabarnache. Il y a un raton qui est venu jouer dedans. Oh! Ben oui, mais c'est sûr. Si t'as une ouverture, t'as un sac. Oui. Ils ont le nez fin en tabarouette. Là. Lui, il est en train de dormir. La grosse bedaine, il est en train de dormir. Il sent mon poulet à 1 kilomètre, le calice. C'est incroyable. Non, je te dis, ils sont incroyables, les ratons. Ils sont venus faire un carnage dans mes affaires. C'est le fun à ramasser, des vidanges. Tu sais, le sac ouvert, c'est le fun à ramasser. Oui. Mais tu sais, il a tout sorti. Tu sais, le sac est resté en dedans, mais il est allé tout chercher en dedans. Ça fait de la merde du côté. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais s'il m'envoie un bill de 230 $, je t'en parlerai là, en temps et lieu. As-tu vu? C'est qui ça? Adi Hassine. C'est le gars de TVA, ça? Le gars qui fait des nouvelles à TVA? Ouais, c'est un journaliste de TVA, c'est ça. Ouais, c'est ça, un journaliste. Je pense que c'est lui qui fait des nouvelles. Là. Présentateur de nouvelles, je pense. Puis, j'ai vu ça passer. Je pense que c'est Mr. White qui l'a retweeté ou je ne sais pas trop quoi. Là. Lui, il a fait un genre de sondage. Puis, on est des affaires de Trump, Zelensky. On est là-dedans. Là. Ouais, ça n'a pas donné ce qu'il voulait, je pense. Hein? Ben, la face, c'est que fallait que tu fasses un choix entre Zelensky ou Trump. C'est 30-70. Trump a 70% d'appui, puis Zelensky a 30%. Je pense Hassine, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Non, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Je dis ça de même. Là. L'autre qui est perdu dans la brume, on va l'avoir à Québec. Il a eu 80 ans. Rod Stewart.
Rod Stewart, lui, il a donné un spectacle en Allemagne il n'y a pas longtemps. Puis, il est encore capable de tenir debout, Rod. Puis là, la face, c'est que pendant son spectacle en Allemagne, il a projeté sur l'écran géant une photo de Zelensky. OK. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Appui à... Parce que c'est un artiste, Joie le vert. C'est ça, l'appui à l'Ukraine, avec un genre de drapeau là, qui bat au vent, avec la face de Zelensky, pendant son spectacle. Ça a fini comment? Il s'est fait crier chou. Ouh! Rod, il pensait pas que ça allait faire ça. Il pensait pas. Mais là, il n'a pas aimé. Rod Stewart, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé la visite là, de Zelensky à Maison-Blanche. Il dit, moi, je suis un fier Britannique. Puis il dit, nous autres, on a de la classe, tu sais. Le PM, là, Starmer, le gars bizarre. Donc, il dit, nous autres, quand on l'accueille, les gens là, d'ailleurs, là, on les accueille comme il faut. Pas comme à la Maison-Blanche. Des gens de cow-boy. Là, puis lui, Rod, il n'a pas aimé ça. Rod Stewart. Rod. Hey, mais juste de même, par rapport à Trump, parce qu'on est là-dedans ici. Là. Ici Trump, c'est la base. C'est la base de la vie. Là. Ici, tout est Trump. T'sais, le monde, ils vont passer 3 heures à faire le marché. By the way, ton marché, au toit de l'allée. Là. C'est là, t'es en train de regarder toutes les estis de boîtes que tu mets dans ton... Faut pas sacrer. T'es en train de regarder tout le stock que tu mets dans ton panier. Mets-toi une place que tu nuis pas, là. Là, tout le monde veut savoir d'où vient la canne. T'sais, la canne, c'est-tu encanné aux États-Unis, ça? C'est-tu un produit canadien? Non, c'est fatigant, ça. Sont-tu tannants? Qu'est-ce que le monde est fatigant? On est fous, c'est. Calmez-vous les nerfs. Calmez-vous les nerfs. Mais on les est fous. Mais moi, je pense que les... Si tu commences à jouer ce game-là, t'es foutu, là. Non, je sais. Voyons, c'est une vie de malade, là. Les Québécois iront pas. On joue avec quoi? Quel bâton de golf je prochain. joue, là? Je joue avec quelle balle de golf, là? Puis, je vais-tu chez Costco? Je vais-tu chez Walmart? Le pétrole que je vais chercher, il vient-tu de... Il vient de Valero, là. Il est fourré, là. On fait quoi, là, si on commence ça, là? Voyons, c'est... On est malade. Sérieux, on est malade. On est des gens malades. Ça nous prend... pour nous stimuler, ça nous prend comme un ennemi. Oui, ça nous prend un ennemi. Sinon... Mais pourquoi c'est la même gang qu'à COVID? C'est exactement la même gang. C'est exactement la même gang. Comment ça se fait, donc? C'est quoi l'histoire? Tu sais, même pas de différence. Il y a zéro différence entre la gang pro-COVID puis les gens qui étaient allumés puis là. C'est la même gang. C'est crazy, pas à peu près. Bon, il y en a un peu qui sont insultés. Là. Il y en a qui ont trouvé un peu de fonds canadiens, eux autres. Là. Mais on va vous dire de quoi? N'est pas passé 1 heure avec moi sur votre fonds canadien, ça ne durera pas longtemps. Là. Il paraît qu'il y a eu un peu de monde à la frontière. Quand je vais vous poser des questions sur c'est quoi le Canada, puis j'ai hâte d'entendre vos réponses. Oui, c'est ça. Là. Il paraît qu'il y a eu un peu de monde aux frontières vendredi. Parce que là, c'est la semaine de la relâche. Oui. Il y avait 1 kilomètre de long. Bon. Donc, toute l'histoire de TVA, Journal de Montréal, tout ça, c'est de la merde. C'est pas vrai. Ou en partie vrai. Ils vont trouver quelques personnes. Non, mais entre autres, le sondage, la moitié des Québécois n'iront pas aux États-Unis cette année. Mais c'est déjà le cas. Il y a à peu près 45% des Québécois qui vont aux États-Unis une fois dans une année pour soit un week-end ou aller faire un tour à telle place ou aller à Disney. Il y en a la moitié qui y vont pas. Donc, ça ne changera pas, là. C'est avec les mêmes chiffres. Les mêmes affaires. Il y a-tu d'avoir une gang qui vont se retenir sur quelque chose? Ça va durer 2 semaines. Pensez-vous bien pas que Patrick Lagacé, le gars le plus... Probablement le gars le plus surévalué de tout, je vous dirais, tout ce qu'il y a de communication, journaux, radio, TV, le gars le plus overrated de l'histoire. Pensez-vous bien pas que s'il allait faire un tour en Californie ou quelque chose, il n'ira pas, là? Ben, il va y aller certain. Voyons donc, c'est n'importe quoi. Là. Ah oui, surtout que lui, ça veut dire, lui, c'est pas une... Puis, s'il y a du monde qui vont répondre à ce sondage-là aussi, où ils vont répondre, vont dire... Mais la question... C'est sur le moment, ça dure pas. La question est monétaire aussi. Ben oui. C'est-à-dire, le chalet qu'il louait
sa côte est, et ça fait 3 années qu'il loue. Là, le chalet, il le trouve cher. Demain matin, on fait une alliance, c'est 1 pièce, on regarde les chiffres. Là. Alors, 1 pièce US, au lieu d'avoir 1 pièce canadien, là, tu gagnes 40% demain matin. Là. D'après moi, il y a une Christie de gang qui vont célébrer à New York dans le premier week-end. Là. Ils vont être à New York à Pâques, puis ils vont être à Wildwood l'été prochain. Là. As-tu suivi la saga Luc Poirier et le chum à... comment ça s'appelle? Véronique Cloutier? Morissette. Je n'ai entendu parler, mais je ne sais pas le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire est très simple. Dans une entrevue qu'il a donnée, Luc Poirier s'est fourré. OK? Il a dit à... je cherchais jamais son nom, la blonde à Richard Martineau. Sophie. Il a fait une entrevue avec Sophie Durocher. Entrevue avec Sophie Durocher, oui. Où il a dit que... en fait, il a dit que Louis Morissette est un casseur. Parce que lui, avec la fondation de Louis et Véro, quand il faisait des levées de fonds, il se prenait une cote de 5000 pièces comme cachet en partant. Et ça s'est avéré que... En tout cas, si c'est vrai, il n'est pas capable de le prouver. Donc, il a reçu des lettres d'avocat et il a dû s'excuser. Pas très beau, là. Ben, ce qu'il a dit, Luc Poirier, il dit je peux pas le confirmer, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, quelqu'un de proche qui m'avait dit ça. Ouais. Mais dans ce temps-là, là, c'est un peu bizarre. Dans ce temps-là, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, là. Ça ne veut pas dire ce que la personne a dit de Louis Morissette, peut-être que lui, mais ça veut dire, il est fourré, là. Ouais. Donc, ça n'a pas été nulle part, son affaire. Regarde, je vais vous faire entendre le bout en question, donc on le fait entendre là. Que Louis se prenne l'argent en levant des fonds, là, je trouve ça aberrant. Là. Louis nous avait dit qu'il aimerait ça que vous donniez de l'argent à la Fondation Véro et Louis. Est-ce que la réponse, c'est un oui ou c'est un non? Non, c'est absolument un non, parce que moi, je connais des gens qui ont aidé la Fondation au départ quand ça a parti. Puis, juste pour vous laisser savoir que quand Louis faisait un événement pour lever des fonds dans sa fondation, il se gardait 5 000 $ pour ses honoraires à lui, qui est totalement aberrant. C'est illogique. Moi, quand je lève des fonds, beaucoup pour plein de fondations, je me suis jamais pris une scène. Puis en plus, je donne de l'argent de ma poche à ces fondations-là. Fait qu'on a 2 façons de penser, puis totalement contre cette fondation-là, malheureusement, à cause de... Moi, je comprends pas que la personne, comment je pourrais dire, que Louis se prenne l'argent en levant des fonds, là, je trouve ça aberrant. Là. Moi, si j'étais Louis Morissette, là, je mettrais... tu sais, une fondation, c'est public un peu, là. Moi, regarde, je déposerais carrément, parce que ce genre d'intervention-là sur le web aujourd'hui, là, ça devient tellement viral rapidement que tu vas avoir du monde qui vont dire « Ah, c'est sûr que oui, c'est sûr que oui, c'est sûr que oui ». Donc, le mal est fait, tu comprends ce que je veux dire? Même s'il a fait ses excuses, même s'il a dit « Ouais, je suis pas capable de vérifier si la personne qui me dit ça, c'est vrai, c'est pas vrai ». Si j'étais Louis Morissette et Véro, je déposerais les documents financiers sur le web. Ben oui. Moi, je le ferais. Tu règles ça. Là. Parce que présentement, c'est Poirier qui paraît mal. Là. Oui, mais si tu veux le faire mal paraître encore plus, tu déposes les documents et tu dis, regardez, là, ce qu'il a dit, même s'il insinue que quelqu'un qui a dit n'est pas capable de le confirmer, ça veut dire qu'il pense encore un peu dans le fond de lui-même. Là. Parce qu'il y a une guerre entre les deux. Là. Ben, on va se le dire, Louis Morissette est en conflit avec beaucoup de monde, de par ses idées. Tu sais, c'est un étatiste, c'est un gars... il a le droit à ses idées, là, il fait ce qu'il veut avec ses idées. Mais c'est un gars qui... Tu sais, il est plus... comment est-ce que je pourrais dire? Il confronte plus que, mettons, elle. Elle n'a jamais eu de... Tu sais, elle se braque pas devant personne. Donc, pour bâtir sa carrière, elle a toujours été fine, elle a toujours été smart, elle n'a jamais pris vraiment parti pour un ou pour un autre. Elle s'est jamais, tu sais... Mais lui, il le fait. Donc, il y en a qui ne l'aiment pas. Et je pense que Poirier ne l'aime pas bien. Donc, c'est une genre de... Appelons ça une genre de petite bataille de riches. Là. Je comprends que Louis est beaucoup moins riche que Luc Poirier. Là. Luc Poirier est très riche. Là. D'ailleurs, sa blonde fait... C'est parce que c'est à partir de ça. C'est que lui, à un moment donné, il est allé dans un podcast ou je ne sais pas trop quoi, où il est allé à Cube à un moment donné, puis il a dit...
Ah, dis-moi Luc Poirier puis sa blonde qui nous montre les estis de patentes de show-off. Puis là-dessus, il a raison. Là. Moi, j'ai pas de problème avec l'argent, mais des fois, je dirais quand c'est too much, c'est too much. Là. Tu sais, je veux dire, elle joue big. Là. Elle joue vraiment big. Puis ça, ben, ça peut te laisser indifférent ou tu peux trouver ça un peu quétaine. Moi, je trouve ça un peu quétaine quand tu joues big, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de problème. Bravo, t'as de l'argent, bravo, t'as un jet, bravo, t'as des Ferrari. I don't care. Mais si tu bragues trop, ça fait un peu quétaine. Ça, c'est moi, OK? Ça, c'est moi. Puis Louis Morissette a dit un peu la même chose. Donc, l'autre n'a pas aimé ça partout. Donc là, il a répliqué avec ce genre de patente-là. Mais là, il a la queue entre les deux jambes. Il a l'air un peu niaiseux, là, on va se le dire. Mais si j'étais Louis, c'est vrai, t'as raison. Je déposerais les documents, mettons 1 an ou 2 ans, 2 états financiers, boum. Là-dedans, tu montres que tout est clean. Comme ça, t'envoies le message que ta fondation est pure, que toi, t'as rien à te reprocher, puis en plus, tu y fais un autre finger. Tiens-toi. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hey, on a beaucoup de boîtes. Elle est longue aujourd'hui dans la version Prime. Éric Duhem s'en vient. Il y a une petite boîte. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Listen. RadioPirate.com. Radio Pirate. Le chef du Parti conservateur du Québec. On a Éric Duhem avec nous autres. Beaucoup de sujets avec Éric aujourd'hui. Commençons par l'histoire qui s'est passée au cours du week-end où finalement on a eu un genre de mea culpa de la CAQ en demandant une enquête sur ce qui s'est passé avec la crosse de la SAC Click. Donc, on parle de 1,1 milliard de dollars qui ont été dépensés dans un site web. Pensez à ça une seconde, ça n'a aucun sens. Et là, finalement, il y aura enquête publique. Éric, d'abord, t'es salué. Bonjour, Jeff. Pourquoi il a changé d'idée, d'après toi? C'est quoi le fond? Il y avait de la pression, mais je veux dire, c'est pas le genre à Legault de changer d'idée après 24 heures après avoir dit qu'il voulait pas, là? Il y a 3-4 affaires qui ont probablement fait changer d'idée, mais je pense que la principale, c'est la pression, là. Écoute, il y avait du monde partout qui ont dû en parler. Moi, j'ai rencontré du monde toute la fin de semaine. C'était le seul sujet dont les Québécois parlaient, là. 1,1 milliard, on s'est fait avoir, on s'est fait fourrer. Cave venait de démissionner. Au lieu de calmer le monde, on dirait que ça l'a jeté de l'huile sur le feu. C'était encore pire parce qu'on savait qu'ils cachaient de quoi. Le fait qu'ils nous ont... La ligne de départ aussi de la CAQ a été très mauvaise depuis le début, Jeff, parce que quand le rapport de la vérificatrice générale est sorti, la première chose qu'ils ont dit, c'est on savait rien, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien dit. C'était l'ignorance totale. C'était la faute des fonctionnaires. Puis nous autres, on se lave les mains, on est des ponces pilotes, toute la gang. Ça a été la première ligne. Là, oups, on a appris que Éric Kerr, la semaine passée, on apprend qu'Éric Kerr avait même fractionné la facture des dépassements de coûts pour pas qu'on le voit, pour pas qu'on le sache en campagne électorale en 2022. Fait que non seulement il savait, mais il était complice de ce qui s'était passé. Et là, en fin de semaine, samedi, le Journal de Québec qui nous sort que Geneviève Guilbeault était au courant depuis novembre 2022. Et là, hier matin, la presse nous apprend que le ministère de François Legault était aussi au courant depuis novembre 2022. Il y avait même eu une rencontre de briefing avec ses hauts fonctionnaires. Fait que là, ça devenait... La ligne ne tient plus, là. Dire qu'ils savaient pas, puis c'est la faute des fonctionnaires, là. Il y a plus personne au Québec qui pouvait croire ça. Et je pense que la pression est devenue insoutenable. Puis tu sais, François Legault, là, c'est parce que c'est plus une question d'un ministre qui a mal agi ou qui a pas été compétent, là. C'était l'intégrité de l'équipe au complet, à commencer par le premier ministre lui-même. C'est ça dont il est question à l'heure actuelle, là. C'est même plus juste une question d'incompétence. C'est mon côté Thomas. J'ai un peu de misère à croire que François Legault va faire une enquête en pensant qu'on va avoir quelque chose qui va sortir de là, qui va faire qu'il va avoir des conséquences à tous les gens qu'on vient de nommer, à lui-même, à Guilbeault, à Éric Kerr, à des hauts fonctionnaires, le gars qu'on entend, Carl quelque chose, là, qu'on entend souvent son nom. Même les membres du CA de la SAC, pas juste la direction des opérations, mais les membres, parce qu'il y a eu toutes sortes de membres là-dedans, là, des gens qui connaissaient pas tellement l'informatique, connaissaient pas les assurances. On a été beaucoup avec la diversité là-dedans, donc ça prenait pas nécessairement des connaissances pour être sur le CA, ça prenait juste d'être d'un groupe particulier, entre autres. Il y avait quelqu'un qui venait du village Juron là-dedans, puis qui a eu cette job-là un peu par accident.
Donc, l'incompétence, ça coûte cher. Est-ce qu'il y aura, d'après toi, des vraies conséquences? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se faire saisir des REER, qui vont avoir à payer des affaires? Comment ça peut... C'est quoi qui peut arriver comme conséquence directe de ça si on trouve des coupables? C'est ça en morceaux, là. D'abord, ce dont on parle, là, c'est pas la commission d'enquête publique et indépendante qui va déterminer ça. Là, le gouvernement a déjà annoncé que l'autorité des marchés publics va enquêter. Puis il y a l'UPAC, il va falloir qu'il s'en mêle aussi, là, parce qu'il y a de la corruption potentielle là-dedans. Là. C'est pas moi qui le dis. Rappelle-toi que le rapport de la vérificatrice générale, il y a 2 semaines, c'était écrit en toutes lettres, là. Elle explique, entre autres, à un moment donné, moi, il y a un paragraphe qui m'a fait capoter, là. Elle explique qu'il y a une firme qui avait été embauchée pour aider à élaborer l'appel d'offres. Puis que quand ils ont fait l'appel d'offres, c'est cette firme-là qui a eu le contrat. Là, tu au Québec, c'est le même que ça marche. Le président de l'Auto-Québec qui organise le tirage du 649, puis c'est lui qui gagne le gros lot. Là, tu te dis, il y a quelque chose qui marche pas, là. Sauf que la vérificatrice générale, elle peut voir ça dans les livres. Elle l'a vu, elle a vu que le contrat a été donné à cette firme-là, puis elle a vu que cette firme-là, après ça, a eu le contrat du gouvernement sur lequel elle avait préparé l'appel d'offres. Mais elle n'a pas le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales de porter des accusations puis d'amener ces gens-là devant les tribunaux. Elle, c'est une comptable. Elle regarde les chiffres puis elle fait des rapports au gouvernement. Est-ce qu'on sait le nom de la firme en question dans le rapport? C'est SAP. OK. Puis là, quand ça... Fait qu'elle, elle peut pas aller plus loin. Elle est allée aussi loin qu'elle pouvait. L'autre affaire, c'est quand il est question de politique, c'est un délicat pour le VG. D'ailleurs, tu as vu, elle a jamais dit, ça c'est l'autre erreur que la CAQ a fait dès le départ. Ils ont dit, la VG, même le rapport de la VG nous blanchit puis dit qu'on le savait pas. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que l'information qu'elle a est pas capable de dire l'implication politique derrière ça. Mais elle cite quand même un moment donné un courriel ou un texto qui dit que on peut pas sortir les chiffres parce que ça va avoir des impacts politiques. Donc, il y avait de la politique, là. C'est clair, net et précis, c'est écrit même dans un texto. Donc, l'aspect criminel, il va falloir que ça soit traité par les tribunaux. Puis, il y en a de l'aspect criminel. Il y a eu potentiellement de la double, de la triple facturation ou des heures supplémentaires chargées injustement ou... Puis en plus des contrats qui ont été donnés, qui ont probablement brimé là, le B.A.B.A. de l'éthique. Donc, il va falloir qu'il y ait aussi des charges criminelles. Ça, c'est l'aspect criminel. Pour ce qui est de l'aspect politique, bon là, il y a Éric Kerr qui a déjà démissionné comme ministre, mais je vous rappelle qu'il reste encore député de la pelleterie. Ah oui. Il peut recevoir 130 quelques mille piastres. Il continue à être un fantôme dans la pelleterie parce que vous savez que depuis 2 ans, depuis que la CAQ a reculé sur le 3e lien, il est plus montrable dans son comté. Il fait plus d'activité, on le voit plus. Puis quand il est allé à une affaire de hockey ou de baseball, je me souviens plus trop, la dernière fois qu'il est allé là, il s'est fait tuer. Il sort plus, il est plus montrable, il est calciné, comme on dit en politique. Oui. Mais il y a le point aussi que vous venez dans les sondages. Est-ce que ça a joué dans toute la patente? Parce que si tu le brises un peu trop, tu es quasiment obligé d'y demander de sortir de la CAQ. À partir de là, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire. Il peut décider de démissionner comme député. Ça crée une élection partielle. Éric Duhem peut, parce qu'avec la performance que vous avez faite dans ce coin-là à la dernière élection, là, avec ce qui arrive, c'est sûr que vous rentrez quasiment à l'Assemblée nationale. Là, ça crée une brèche. Ça peut faire boule de neige, cette affaire-là. C'est sûr qu'ils ont peur de ça. Le site, le Québec 125, dit qu'on a 98% des chances que s'il y a une élection dans la pelleterie, c'est le Parti conservateur du Québec qui va gagner. C'est-à-dire, cherchez pas mieux que ça, là, ça peut pas arriver. Là. Fait que c'est sûr que ça joue dans la décision aussi. Sauf que, pourquoi on continuerait à payer un député pendant presque 2 ans alors qu'il peut plus rien faire parce qu'il est calciné? Puis là, si vous pensez que ce qui vient de se passer, ça l'a aidé, là, détrompez-vous, là, c'est encore pire, là. Je veux dire, le gars, il est plus montrable. Fait que c'est pourquoi on continuerait. Puis même pour lui, là, moi, je l'ai bien connu, Éric Kerr, là. J'ai travaillé avec à l'époque de l'ADQ, là. C'est pas une vie, là. Je veux dire, tu peux pas, c'est le walk of shame à tous les jours, là. Ouais. C'est honteux, là. Tu peux pas, à un moment donné, là, si tu veux que ta vie aille bien, tu peux pas rester dans cette fonction-là, là. Mais le fameux, là, la photo avec le post sur Facebook et sur X, là, merci de ton bon travail. Ça, tu vois qu'ils veulent le flatter pour pas qu'il quitte, puis ils veulent le garder absolument. Pour pas qu'il parle aussi, Jeff, pour pas qu'il parle. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire aussi. On va te protéger, puis on va t'encenser.
Mais Oui. ferme ta boîte, puis on te laissera pas tomber. C'est un peu ça. ça, la game, là. Puis là, tu sais, essaye pas de dire, ben garde, je passerai pas tout seul en dessous de l'autobus, je vais en amener 2-3 avec moi, là. Tu sais, c'est ça. peut-être à titre préventif aussi qu'ils sont en train de faire ça. Faut pas être innocent, là. Éric Kerr est brûlé, tu l'as dit, et calciné à grandeur. Guilbeault est pas loin de ça aussi, là. Écoute, Geneviève Guilbeault, j'étais jeudi aux consultations sur le 3e lien du côté de Lévis. C'est arrivé à peu près. Elle avait l'air contente de te Éric voir. Kerr Elle avait l'air annonce super qu'il contente. démissionnait. Pardon? J'ai dit qu'elle avait l'air contente de te voir dans les photos que Elle j'ai était vues. très heureuse. Ça, c'était mercredi à Québec. Mais je suis retourné le lendemain, c'était à Lévis, parce qu'il y a eu 2 jours de consultation. Okay. Puis le lendemain, c'était à Lévis. Et c'était 1 heure après qu'ils viennent de démissionner. Elle était avec Bernard Drainville, puis ils ont fait un scrum dans le hall d'entrée du centre des congrès de Lévis. Et elle a dit aux médias, « Oh, vous savez, moi... » Et puis là, les deux là, étaient quasiment sur le bord des larmes, parler comment que c'était un bon gars, Éric Kerr, puis comment il était triste. Puis là, Bernard Drainville a commencé à parler de ses enfants, puis de sa famille, puis comment c'était terrible qu'il soit obligé de démissionner. Bon. Puis elle, à un moment donné, elle a dit, « Éric Kerr, c'est mon mentor. » Moi, quand je suis arrivé avec les médias, j'ai dit, moi, j'ai pas bien entendu. J'ai dit, elle a dit mentor, mais elle voulait sûrement dire menteur. Mais elle est calcinée aussi, là. Mais elle, écoute, veut pas. C'est parce que là, il y a plus de buffer là entre elle puis le monde puis une démission là. Parce que à chaque fois, puis c'est ça que François Legault a peur aussi là, c'est que là, les suspicions, ils se rapprochent de plus en plus du cercle de pouvoir là. C'est ça. Le premier soldat tombé, ça a été Kerr, mais le deuxième, ça pourrait être Bonnardel ou Guilbeault. Puis le troisième, c'est François Legault. Là. Vous comprenez qu'à un moment donné, ils n'ont plus de buffer, là, ils n'ont plus de tampons. Là. Il y avait comme une... OK, vas-y, Jerry. Mais c'est qui va faire la lumière là-dedans? Là? C'est-tu l'UPAC? C'est-tu une enquête publique? L'UPAC, il marche avec l'enquête publique. Comment ça va marcher? C'est l'ensemble de l'œuvre. La commission d'enquête publique et indépendante, c'est sûr que ces gens-là vont être obligés d'aller témoigner. Fait que ça c'est super important. Rappelez-vous de la commission Charbonneau, là. Puis d'ailleurs, parlant de la commission Charbonneau, ça va être assez ironique. Sonia Lebel, qui était la procureure de la commission Charbonneau, va être dans le box des accusés ce coup-là. Là. Wow. Elle va être obligée d'aller expliquer comment c'est qu'elle a fait des chèques d'1,1 milliard à ces firmes-là. Parce qu'elle a la sacoche, elle. C'est elle qui a la sacoche. Le Conseil du Trésor, elle signe les chèques ultimement. Là. Fait que c'est quand même, c'est un revirement de situation quand même assez comique. Là. Fait qu'il va y avoir des témoignages, puis on va avoir accès à ça. Donc ça, c'est super important. Mais c'est pas un travail, tu as raison, Jerry, là, c'est pas un travail d'enquête. Les enquêtes policières, il faut que ça soit fait par l'UPAC. Là. Tout ce qu'on parlait tantôt de la corruption puis de la criminalité, si effectivement il y a eu des actes illégaux, c'est pas la commission. La commission, elle va être là pour mettre en lumière le processus qui a pas fonctionné, comment ça se fait que ça a coûté aussi cher, les heures étaient-elles justifiées, qui a pas fait ses devoirs, qui a pas vérifié, comment c'est que la population n'a pas été informée, comment ils ont fait pour contourner l'accès à l'information, puis s'assurer que on le sache pas pendant l'élection que la CAQ avait fait exploser les coûts de l'informatisation de la SAAC. Tout ça, on va le savoir pendant la commission d'enquête. Fait que la commission d'enquête, ça va apporter beaucoup de jus au niveau de l'information, mais pour ce qui est des condamnations, il va falloir passer par le processus traditionnel. Est-ce que c'est pas aussi un genre d'enquête sur le modèle québécois? Parce que on peut se dire, tu sais, je veux dire, bâtir ChatGPT, ça a coûté 100 millions US. Là, on me dit un site web pour s'inscrire et émettre un permis, ça coûte 1 milliard 100 millions. On sait bien que si ChatGPT coûte 100 millions, c'est une patente, c'est une job à 5-10 millions probablement. Là. Peut-être pas plus que ça. C'est un site web, là. Donc, ça, là, c'est représentatif du modèle québécois, pas juste pour l'informatique. C'est ça pour le pont. On peut sortir le pont de l'île d'Orléans, là. Quand on compare à d'autres ponts à la grandeur de l'Amérique, dans des places 2,7 milliards pour un pont où il n'y a presque pas d'eau entre l'île puis la rive nord. Là. Mais ça, on peut le mettre sur à peu près tout. Puis on sait que c'est un peu comme ça que l'économie du Québec fonctionne. T'sais, c'est plate, là, mais c'est un peu de même que ça marche partout, là. Donc, si on commence à lever le voile là-dessus, ça se peut qu'on va s'apercevoir que c'est ça à grandeur, Éric, là. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas... ils vont essayer de circonscrire. On va voir le mandat, là, parce que même le mandat
est-ce que ça va être l'ensemble des dépenses en informatique ou juste le ministère des Transports puis juste la Société de l'assurance automobile? Parce que rappelle-toi que juste à la santé, ils ont aussi explosé le coût de 200 quelques millions, puis c'est le prochain qui sont supposés numériser, là, parce que faut savoir que la SAAC, c'était supposé être le modèle, l'exemple, la première initiative de l'informatisation, parce que je vous rappelle aussi que dans les hôpitaux, il y en a qui fonctionnent encore avec des fax, là. Fait que et donc, ça faisait partie de ce processus-là. Fait que, est-ce qu'ils vont élargir ça? Pour l'instant, on le sait pas. On n'a pas encore vu le mandat qui va être confié à la commission. Mais tu as raison sur une chose, Jeff. C'est que ça met en lumière les défaillances d'un État trop interventionniste et d'un État inefficace. Puis au Québec, on appelle ça le modèle québécois. C'est pas modèle puis c'est pas québécois d'être inefficace, là. Et ça, j'espère que les gens vont faire 1+1, mais ça, c'est la population qu'il faut qu'il allume, là. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement, quand il touche à quelque chose, naturellement, c'est pas juste au Québec, là, ça coûte plus cher, c'est moins efficace que quand il y a de la concurrence. Dans les questions qu'on peut se poser, est-ce qu'on a besoin de la SAAC? Est-ce que l'assurance, on n'est pas capable de s'entendre avec des compagnies existantes? Ou encore, si on décide d'avoir l'indépendance, d'avoir notre propre bebelle qui s'occupe d'émettre des permis parce que c'est le même partout puis on veut le faire aussi, ben tant mieux. Mais est-ce qu'on est capable de bâtir un genre de programme, à un moment donné, qui peut servir à une autre province, qui peut servir à un autre État, que ça existe? Puis je comprends que toutes les compagnies informatiques, tu sais, SAP, c'est pas un petit joueur, là, c'est un des plus gros joueurs mondiaux. Là. Donc, je veux dire, c'est pas des incompétents, mais on dirait que tout le monde a intérêt à recréer la bébelle de tous et chacun, alors que toutes les provinces émettent des plaques, toutes les provinces émettent des permis de conduire, toutes les provinces ont une TPS ou une TVQ. Tu sais, c'est toutes des affaires qui se ressemblent à quoi? 90-95% pour chacune des provinces. Pourquoi on a un système en Ontario, un système en Alberta, un système au Québec, un au Nouveau-Brunswick? Je veux dire, c'est un moyen de vider les poches des contribuables. Comme ça se peut pas de faire ça de cette manière-là. Là. Puis Jeff, je te ferais remarquer qu'on paye beaucoup plus cher nos plaques puis nos permis au Québec qu'ailleurs. Hein. Ça, c'est une autre affaire que les gens savent pas des fois, là. Mais c'est une fraction du coût. Fait que les Québécois, on paye de toutes sortes de façons. Oui, on paye plus de taxes, oui, on paye plus d'impôts, mais on paye plus cher aussi nos plaques puis nos permis de conduire. Puis là, de plus en plus, parce que tu sais qu'en plus, ils ont réussi à donner aux villes des pouvoirs pour nous taxer encore plus. Fait que on est vraiment des citrons du système, là. Puis le modèle québécois, il est basé là-dessus, là. Et surtout que, en raison de ce qui se passe, puis à cause des écolos, puis le discours de la gauche woke, tu sais, l'auto est devenu un des ennemis à abattre. Et les automobilistes, ben, c'est des victimes collatérales, là. Je veux dire, si tu veux t'attaquer aux voitures, il faut que tu t'attaques au portefeuille des automobilistes si tu veux les éliminer. Donc, il y a tout ça qui est derrière ça. C'est pas innocent. Ce que je veux dire, là, c'est que c'est pas un hasard s'ils veulent garder ça différent, puis s'ils veulent continuer à se donner le pouvoir de taxer puis de dépenser. Même, il y a des écolos qui doivent se réjouir du scandale de la SAAC, là. Comprenez ça, là. Parce que ça fait augmenter les coûts. Puis ultimement, c'est les automobilistes qui vont y payer, là. Exact. Puis quand tu veux éliminer l'auto, puis tu veux des villes 15 minutes, puis que tu veux que tout le monde se promène en tramway à Québec, ben t'applaudis quand la SAAC a dilapide 1,1 milliard, là. Ce que je peux voir depuis l'annonce de l'enquête, je vois beaucoup de scepticisme, OK? Les différents sondages que j'ai vus traîner un peu partout, les gens en général, ils s'attendent que finalement, on n'apprendra pas grand-chose, que personne va être redevable, que finalement, il n'y aura pas de pénalité à personne, puis qu'on va dire, comme l'histoire nous a montré que c'était au Québec, là, on fait des grosses manifestations, on a des gros parties, puis là, finalement, quand ça finit, finalement, il n'y a pas de suite à ça. La société du no-fault. Exact. On est dans le no-fault par-dessus la tête. Donc, puis là, en plus, il y a des gens qui se disent, gars, ils étirent ça, ils vont s'assurer d'étirer toute la patente, puis ils vont avoir la paix jusqu'à l'élection. Il y a beaucoup de cynisme à travers. Est-ce que c'est compréhensible, ça? Ben, on a raison d'être cynique. Écoute bien, là, juste la semaine passée, ils nous ont menti en pleine face. Éric Kerr, quelques heures avant de démissionner, il nous disait encore qu'il savait rien. Puis même la journaliste, là, Sioui, du Devoir, elle s'est chicanée avec d'un point de presse. Elle les avait dans les mains, les documents, puis il disait que c'était pas vrai. Je veux dire, ils se sont fait mentir jusqu'à la dernière minute, là. Et donc, puis tu sais, même le premier ministre, là, il a toujours pas répondu, là, s'il savait ou pas. Écoute, son ministère, le conseil exécutif était au courant puis avait participé à des réunions.
Geneviève Guilbeault a avoué, elle disait même qu'elle attendait l'approbation du bureau du premier ministre et d'Éric Kerr avant de donner le go à SAAC. Fait que là, à un moment donné, c'est ça qui risque de se produire, là. Puis je comprends les gens d'être cyniques parce que ils sont méga menteurs. Je veux dire, s'il y a une caractéristique de ce gouvernement-là, s'il y a un mot c'est des pour menteurs qualifier le pathologiques. gouvernement Legault, c'est le mot menteur. C'est pas juste dans le dossier de la SAC, là, dans le dossier du troisième lien, dans le dossier de la crise sanitaire, dans le dossier des promesses. Encore en fin de semaine, je sais pas si tu as vu ça, là, les 2 hôpitaux privés qui nous avaient promis en élection, les viennent déflocher, là. Ils ont jamais cru à ça, puis Yuri Chassin pas parti pour rien, là. Ils ont menti au monde sur à peu près tous les sujets. Les hydrocarbures, je t'en parle pas. Ils avaient promis de faire du Québec la Norvège d'Amérique, puis ils ont interdit toute forme d'exploitation puis d'exploration. Je veux dire, c'est un gouvernement menteur, chronique, récidiviste. Mais attends un peu, j'essaie de voir ce qui se passe, là, OK? Si on y va rapidement, là. Là, il y a un gouvernement de la CAQ qui était peut-être sur un genre de rebond avec ce qui se passait avec Donald Trump. Oui. Le genre de COVID chaud numéro 2. Là, les péquistes sont un peu fourrés parce que pour la première fois depuis que je suis au monde, il y a un sentiment pro-canadien, pro-Canada au Québec, ce que j'avais jamais vu à nulle part avant. Donc là, le Parti libéral est complètement désorganisé. Le QS qui est en train de s'écrouler. C'est quoi qui se passe, là? Qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont se tourner. Je comprends que tu vas me dire qu'ils vont se tourner vers toi, là, mais... Vers nous autres? Oui, je sais ce que c'est. Mais oui, il y a une opportunité. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Parce que là, le monde... Il y a un tremblement de terre politique. Oui, je pense que oui. C'est ça que tu es en train de dire, puis tu as raison. Fait qu'il y a des gens qui sont à veille de se trouver de chercher une nouvelle maison. Mais tu sais, toi puis moi, Jeff, ça va vite parce qu'on suit ça, puis on passe des heures et des heures à suivre ça au microscope à tous les jours. Monsieur, madame, tout le monde, là, ils ont des vies normales, puis eux autres, ils suivent ça 5 minutes par année. Fait que ça prend plus de temps à pénétrer, OK? Mais ça veut pas dire que ça va pas aller dans le sens de ce qu'on dit. C'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. Fait qu'attendez-vous pas que, en l'espace d'un sondage, il y a 10% de la population qui bouge d'un bord à l'autre, là. Ça prend plus de temps que ça, avoir un mouvement de fond. Mais ça commence, là, puis on le sent. Nous autres, on est des précurseurs, là, on le voit ce qui se passe, là. Et effectivement, il y a un réveil qui est en train de se faire. Pour la CAQ, là, honnêtement, puis je sais que hier, parce que j'ai eu des échos un peu de ce qui s'est dit au caucus, là, ils se sont parlé aux députés de la CAQ. Faut que tu saches qu'il y avait beaucoup de députés de la CAQ hier qui étaient très fâchés de la décision de Legault, hein. Parce qu'ils se sont dit, là, ça va nous mettre dans la merde, on va parler juste de la SAC pendant des mois, on pourra plus rien faire, ça va nous miner dans nos comtés. Puis Legault a dit, écoutez, moi, je veux sauver... Ils ont peut-être un peu raison. Legault a dit, moi, je veux sauver mon intégrité, ma réputation d'homme intègre. Puis à long terme, c'est ça qui va permettre de vous faire élire si vous êtes capable de vous faire élire. Ouais. Fait que c'est comme ça que Legault le voit. Mais je pense que les députés, effectivement, à court terme, ils ont raison parce que il y a plusieurs éclipses médiatiques qui s'en viennent, hein. Il y a l'éclipse Trump demain, on va savoir si oui ou non il y a des tarifs, puis ça risque de faire couler beaucoup d'encre. En fin de semaine, Mark Carney va se faire élire premier ministre du Canada en devenant chef du Parti libéral le 9 mars, donc dimanche prochain. Après ça, dans les jours qui vont suivre, il va déclencher une élection fédérale. Fait que là, je pense qu'il y a plusieurs événements qui font que on n'aura pas l'attention beaucoup à ce qui se passe au niveau de la CAQ puis de la SAC, là. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose qui aurait été une roche dans le soulier, qui serait revenu constamment les hanter. Ils ont décidé d'y aller tout de suite, mais il va falloir voir c'est quoi exactement le contenu, puis ça, c'est la commission d'enquête là, qui va pouvoir nous en donner un peu plus, de savoir si oui ou non ça a un potentiel. Parce que, Jeff, t'es conscient que Paul Martin, là, quand il a mis sur pied la commission Gomery, quelques mois plus tard, il s'est fait mettre dehors comme premier ministre du Canada, puis son parti au complet à coup de pied dans le cul, là. Oui. Quand la même chose avec Jean Charest puis la commission Charbonneau, hein. Fait que c'est pas impossible que ce qui est en train de mettre en place Legault, c'est ce qu'on va regarder dans les livres d'histoire dans quelques années comme étant l'élément déclencheur qu'on s'est débarrassé de la CAQ. Oui, t'as raison, mais dans sa tête, c'est qu'il fait l'analyse que je t'ai faite tantôt. Lui, il se dit, on va gagner pareil. Parce que le PQ, on vient d'enlever le vent dans sa voile complètement. Trump vient les casser. Ensuite, les libéraux sont pas là, pas toutes. Puis, ouais, probablement qu'il va savoir que tu vas monter et que tu vas élire un peu de monde. Ça les empêche peut-être pas de dormir. Ça les empêche probablement pas de dormir, c'est ça. Hey, je te pose une question sur... on te sent, là, on sait que tu veux vraiment pas te coller sur Trump. On le sait que t'es pas Trump, là, mais je trouve que c'est quand même un peu
touché avec la base que tu as comme ta base solide de gens qui aiment le Parti conservateur du Canada, de te distancer de Trump, en disant je suis pas Trump du tout. Je pense que les gens te connaissent, ils savent que tu n'es pas Trump pas tout. Là. Mais à vouloir te distancer, comme tu le fais en fin de semaine avec l'entrevue du Soleil. Et non, pas du Soleil, de Radio-Canada. De Radio-Canada, excuse-moi. De le faire de cette manière-là, parce que quand tu le fais de cette manière-là, il y a des idées que tu tasses. Entre autres, moi, je trouve que puis je sais qu'il y a probablement un peu d'éducation à faire là-dedans, parce que c'est pas tout le monde qui suit ce qui se passe aux États-Unis au complet. Là. Ils prennent juste des brides et des affaires qui font leur affaire. Mais le Doge, là, avec ce qui se passe, il me semble que c'est quelque chose que toi et Maxime Bernier, vous êtes naturellement enclin à sauter sur une manière de faire comme ça. Parce que le timing est parfait avec ce qui arrive avec la SAC. C'est parfait. On peut l'appliquer à Santé Québec, on peut l'appliquer sur un paquet de choses. Le Doge, même si c'est collé à Trump et à Musk, il me semble que c'est un naturel pour Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec, mais je sens que tu ne veux pas te coller à ça du tout. Mais non, mais c'est parce que si tu lis l'article comme il faut, là, c'est au-delà du titre, là, un moment donné dans l'article de Radio-Canada, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous lire 2 paragraphes parce que c'est important. Parce que je dis effectivement, là, Trump, c'est pas mon style, pas en tout. Moi, j'aime pas les intimidateurs. L'intimidation, ça ne rejoint pas le Parti conservateur du Québec. Voilà pour le style de l'administration Trump. Mais, il y a 3 mais, il y a la forme et il y a le fond. Éric Duhaime, bon là, elle parle de mon CV, elle dit prend un virage résolument à droite au tournant de 2010. Oui. Puis après ça, elle dit je demande à Éric Duhaime ce qu'il pense de la manière dont l'équipe d'Elon Musk effectue cette cure d'amaigrissement radical. Erratique. Que pense-t-il encore de cette lettre de Musk envoyée à des fonctionnaires fédéraux américains leur demandant d'expliquer ce qu'ils avaient accompli la semaine précédente pour justifier si le poste qu'ils occupent est réellement nécessaire? Puis là, je réponds, puis c'est une citation. Moi, ça me scandalise pas pantoute qu'on demande aux fonctionnaires de rendre des comptes, répond Duhaime. Au Québec, on a des syndicats trop puissants. On a perdu le contrôle. Il va falloir que les contribuables reprennent le contrôle et ça va passer par une réforme en profondeur, comme ce qui se passe en ce moment au sud de la frontière du Canada, parce que l'État-providence au Québec est rendu au bout de son rouleau. Il y a bien du monde ici qui sont d'accord avec l'idée qu'il faut réduire la taille de la fonction publique. Fin de la citation. Okay. Donc, après ça, elle est convaincue que cette idée explique le succès de la droite un peu partout en ce moment dans le monde, Allemagne, Italie, États-Unis. Il fait référence au scandale de sa clique qui a coûté à Éric Kerr son poste de ministre, un véritable gaspillage de fonds publics qui le fait soupirer d'exaspération. Mais tu sais, sur l'idée là puis moi je suis d'accord avec ça depuis le début, puis je l'ai dit partout. Il va falloir appeler ça de l'efficacité gouvernementale, appeler ça couper dans le gras, appeler ça une doge, appeler ça comme vous voulez, là. Il va falloir au Québec qu'on retourne chaque pierre puis qu'on re-questionne chaque dépense de chaque dollar parce que on s'en va dans le mur à vitesse grand V. On ne peut plus continuer à dépenser au rythme où on dépense. Puis il va falloir congédier du monde. Il va falloir éliminer des choses dans le panier de services. On n'aura pas le choix. Et ça, je sais pas comment je peux le dire de façon plus claire. Puis ce qui se passe aux États-Unis va accélérer ce qui va se passer chez nous. Parce que veut pas, on est déjà ceux qui payons le plus de taxes puis d'impôts sur le continent. Puis là, si les Américains commencent à baisser leurs taxes puis leurs impôts puis réduire leurs dépenses comme Trump puis Musk l'ont promis, ça veut dire que l'écart va être encore plus grand, ça va être encore plus difficile pour nos travailleurs puis nos entreprises. Fait que je sais pas comment je peux le dire de façon plus claire, mais ça me paraît assez clair. Je veux dire, on est un parti conservateur puis on n'est pas conservateur pour rien. Mais sur la forme, je peux pas m'associer à ce qui se passe. Moi, je suis pas comme ça pantoute, puis tu le sais, Jeff, tu me connais. Puis même sur le libre-échange, sur le contenu, là, moi, je suis pas un protectionniste. J'aime pas ça, les barrières tarifaires entre 2 pays qui sont supposés être amis. Je comprends qu'il faut protéger notre frontière, puis ça, je suis d'accord avec Trump là-dessus. Mais de là à commencer à vouloir jouer au protectionniste, ça, je pense qu'économiquement, ça a aucun sens. Puis ça sera pas bon. Sauf que t'as peu, Éric. Oui, mais est-ce que moi, je suis un anti-tarif. OK? Je suis un anti-tarif pour... Non. Parce que tu es pour la gestion de l'offre. Mais même si tu vas me dire, c'est pas moi, c'est le parti. Non, c'est pas moi, ni le parti, c'est fédéral. C'est pas dans le cours du gouvernement du Québec. Je comprends, mais quand on te pose des questions, il y a des... Parce que ça va jouer beaucoup dans l'histoire. Il va y avoir... Puis où ça va crier le plus, c'est au Québec. Donc, tu sais, indirectement, ça va finir en politique québécoise, tu comprends? Donc, les partis politiques québécois vont avoir à protéger le milieu des fermes agricoles, puis tout ça, on sait comment ça va virer, là. Sauf que, il est là, puis moi, je suis d'accord, je suis très, très, très d'accord avec toi. J'aime pas les tarifs, j'aime pas sa vision des tarifs. C'est des choses que je ne défends pas 0,000.
mais est-ce qu'on est anti-tarif Oui. ou on est tarif quand ça fait notre affaire? Puis, lui, il y a des tarifs, ça je compte, mais quand c'est pour protéger notre gang de gars de poulet, on les protège. C'est dur de faire la part des choses. À chaque fois que je le demande à un politicien, ils me répondent pas. Ils me répondent pas parce que... La gestion de l'offre, là, Jeff, il faut dire aussi une chose. Là, Trump, il est pas blanc comme neige non plus. Là. Les Américains subventionnent leur agriculture énormément aussi. Ils le font différemment de nous autres, t'as raison. Mais il y a de l'aide de l'État qui est fournie aux agriculteurs américains qui font concurrence aux agriculteurs québécois. Fait que c'est la même chose avec toute la question des barrières interprovinciales, parce que ça aussi, ça va être un gros dossier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là. Tu sais, le diable est dans les détails, hein, parce que on a intérêt, d'ailleurs, c'est ce matin, là, je pense, l'Institut économique de Montréal, je sais pas si tu as vu ça, là, ils ont publié une étude en disant qu'il fallait lever tous les tarifs puis toutes les barrières qu'on pouvait, là, unilatérales. Eux autres, ils disent, on n'a même pas besoin de négocier, qu'on le fasse nous autres mêmes, puis on va en sortir gagnant. Puis ils ont probablement raison à plusieurs égards. Entre les provinces? Oui. Ben oui. Voilà pour Éric Duhem, mon ami Jerry. On a fait le double. On a jasé 1 heure avec Éric. Vous avez la première demi-heure pour vous autres, les gens qui sont sur Radio Pirate Live. C'est fait pour la première, buddy. Donc, bon début de semaine. Ça va s'adoucir au cours de la semaine. C'est la bonne nouvelle. On a un Jeff Fillion, plus de stock sur la version Prime. Puis on se reparle demain mardi. See ya. Radio Pirate. Making history again.